Bonjour, nous sommes avec Sylvain Bouloux au sujet de son livre sur Julien Le Pen qui est en incrustation. Donc merci à Sylvain d'avoir accepté dans cette période compliquée de venir avec nous entretenir sur la question de l'unité syndicale, puisque à la lecture du livre de Sylvain, c'est ce qui en tout cas nous a intéressés à développer à travers donc le parcours de Julien Le Pen. Donc peut-être tu peux nous retracer un peu la vie. D'accord. Alors, je commence par quelques éléments de biographie et puis après, je pense pour que ce soit plus simple, relancer le débat sur la suite des choses. Donc en fait, alors c'est une biographie qui est encore avec plusieurs trous dans la mesure où je ne sais pas grand-chose sur ses années d'apprentissage jusqu'à son arrivée à Paris. Je vais faire un truc avec les lunettes, on voit strictement rien. Le froid, donc je suis désolé. Je ne respecterai pas les gestes barrières. Donc on ne voit pas, enfin on ne connaît pas encore, je ne connais pas encore grand-chose jusqu'à son arrivée directe dans le militantisme. Alors, j'ai quelques petites bribes, c'est-à-dire que je sais qu'il a participé à des manifestations, qu'il a été arrêté aussi pour différentes petites babioles avant la Première Guerre mondiale, mais son entrée en militantisme commence réellement avec la Première Guerre mondiale, quand il se lance dans l'action syndicale, semble-t-il autour de 1917, où il participe aux grandes grèves du bâtiment qui ont lieu dans l'année 17. Et de fil en aiguille, donc Le Pen, après avoir participé aux grèves du bâtiment, se lance dans l'action syndicale proprement. Alors, il a une formation technique assez poussée puisqu'il est monteur électricien, donc c'est un métier assez qualifié dans le monde du bâtiment. Très rapidement, ce qui vient traduire aussi un manque de militants à ce moment-là, et très rapidement, il prend des responsabilités. Il devient responsable d'abord fédéral de la Fédération du bâtiment, puis responsable national, enfin, inter, enfin, confédéral, pardon, enfin, très rapidement de la CGT-U, puisqu'il y a eu une scission syndicale. Je pense qu'on reviendra sur les étapes de la scission Mmh. syndicale un peu plus tard. Donc là, on est en 1922. Il devient responsable national. Il s'applique quelque chose qui est nouveau, enfin qui n'est pas nouveau, mais qui existait avant-guerre et puis qui va disparaître après-guerre, qui est le non-cumul des mandats, à la fois dans les fonctions, mais également dans le temps. C'est-à-dire il n'aura un premier mandat au sein de la CGTU qu'une seule fois, puisque la centrale refusait que, en 1922, refusait que les permanents puissent avoir deux mandats consécutifs. Donc ça veut dire qu'ils retournent à l'atelier. Sauf que l'atelier ne va pas y rester très très longtemps parce qu'il y a une nouvelle scission syndicale sur laquelle je pense qu'on va revenir un peu plus tard, qui fait qu'il participe à la fondation de l'Union fédérale des syndicats autonomes, donc qui peut être, qu'on considère parfois comme au moins pour une part, l'ancêtre de la CGT-SR, puis de la CNT. Après, la minorité qui anime Le Pen considère que son existence ne devait être que de brève durée. Et donc Le Pen, en 1927, retourne à la CGT. Pas forcément de gaieté de cœur, mais il préfère retourner à la CGT. Là aussi, je laisse pour l'instant la question en suspens en privilégiant l'unité syndicale, ce qu'il appelle l'unité syndicale ou l'unité corporative sur les divisions syndicales, puisqu'au même moment naît la CGT-SR. Et donc, Le Pen va incarner pendant toute la période de 1927 jusqu'à 1939, surtout dans la période 27-35-36 avec l'unité syndicale, la minorité syndicaliste révolutionnaire dans la CGT du bâtiment d'une part, et puis surtout dans la CGT, enfin, dans la Confédération de manière plus large. Euh,
Et après 1936, il se retrouvera en situation extrêmement minoritaire parce qu'il y a la ruée syndicale qui profite principalement aux communistes. Je pense qu'on y reviendra aussi sur les relations syndicalisme et communisme, qui profite principalement aux communistes. Ce profit fait que, bon, bien qu'il ait encore des responsabilités syndicales, il se retrouve écarté, marginalisé, jusqu'à la guerre où il participe, enfin, il vote l'exclusion des communistes du mouvement syndical. Euh, on aura peut-être l'occasion également d'en reparler. Et dernier point sur cet aspect-là. Après, donc il est dans le noyau qui s'appelle le noyau syndicat où la majeure, enfin, justement, c'est là où il y a une erreur, c'est pas la majorité, mais un certain nombre des dirigeants de syndicats rejoindront l'équipe de Belin et de Froideval, donc participeront à la collaboration. Sauf que ce qu'on oublie trop souvent, c'est que la majorité des membres de syndicats signent ce qu'on appelle le manifeste des 12, qui est le début de la résistance syndicale. Et pour des raisons historiques et historiographiques, les communistes ont systématiquement mis en avant Froideval, Belin et quelques autres, en oubliant que délibérément, et personne n'a été là pour rappeler que en fait, la majorité des membres de syndicats avaient participé à la résistance. Et donc Le Pen participe à la résistance à partir de 1940. De 1941, semble-t-il, peut-être avant, je ne sais pas. Là non plus, le problème, c'est que les sources sont encore très lacunaires. Alors, on le sait par les échos qu'on peut avoir sur sa sortie de guerre, puisqu'il reprend immédiatement sa place dans la CGT, ce qui veut dire qu'il n'a pas collaboré. Ce n'est pas un raisonnement par, par l'absurde, si vous voulez. Et puis la deuxième chose qu'on sait, c'est que tout son entourage, donc une des figures, son vieux copain qui s'appelait Albert Guigui, qui lui était responsable de la CGT métaux, de la CGTU métaux, puis de la CGT métaux, était un des principaux responsables de Libération Nord. Et donc, je pense par déduction qu'il était resté très très proche de Guigui. Donc, il est une grande figure du mouvement syndical libertaire également. Et puis, visiblement, c'était un bon vivant et en 1945, il fait un infarctus dans les locaux de la CGT, donc il meurt en 1945 des suites de cet infarctus. Voilà pour le parcours biographique. Alors, après, parcours biographique, donc au départ, comme vous pouvez tous l'imaginer, ça a été une blague. C'est-à-dire que c'était devenu un article en disant, vous voyez, il y a un Le Pen syndicaliste et libertaire. Et puis, quand on voit la richesse des textes et la richesse des interventions, je me suis dit, il y a autre chose derrière. Alors, il manquait toujours autant d'éléments biographiques, mais par contre, les textes étaient présents et les textes permettaient de voir une évolution, alors non pas de tous les syndicalistes révolutionnaires ou tous les syndicalistes libertaires ou tous les anarcho-syndicalistes, on pourra revenir sur l'épistémologie des termes, mais au moins sur une partie d'entre eux, et ça permettait justement de réfléchir aux différents champs possibles et aux différentes interprétations possibles du syndicalisme. Donc on a un militant avec Le Pen qui se montre partisan initialement d'un syndicalisme révolutionnaire pur et dur, qui refuse la moindre compromission avec la direction de la CGT dans laquelle qu'il considère comme corrompu par son soutien à l'Union sacrée. Donc ça, c'est la première chose. Donc ce qui le fait basculer dans le camp de la minorité. Alors, minorité qui, dans le bâtiment en 1920-21, devient majorité et devient très largement majoritaire. Donc ça, c'est la première chose. Donc on a le parcours assez classique d'un militant plutôt d'orientation libertaire qui rejoint la CGTU, même s'il n'était pas favorable. D'après les brèves informations que je peux avoir, on sent que la scission syndicale ne lui fait pas plaisir, contrairement à d'autres militants qui étaient déjà partisans de la rupture complète, de la rupture organisationnelle complète, que ce soit des militants proches du PCF ou des militants plutôt syndicalistes libertaires. Il y avait vraiment un certain nombre d'entre eux qui étaient partisans du départ de la CGT pour créer quelque chose de nouveau. Sur le thème, on ne fera rien avec
ce qu'ils appelaient les bons syndicaux. Euh, donc il y a cette dimension-là. Lui est beaucoup plus réticent en disant l'unité corporative, c'est quand même peut-être quelque chose de central. Puis deuxième temps, donc participation à la CGTU, où il développe, en fait, il est tout à fait dans la ligne classique de la CGTU, donc un syndicalisme de classe et un syndicalisme refusant toute forme de corporatisme. Bon, après, je passe sur les différents épisodes où, même s'il y a des choses amusantes, par exemple, donc, comme délégué de la CGTU, il est aux grèves, il anime il participe aux grèves il soutient les grèves du Havre et il se fera arrêter par les forces de l'ordre avec vice de procédure, donc il n'y aura pas de poursuite réelle. Enfin, il fait 3 mois de tôle quand même. Il n'y a pas de poursuite réelle et je ne résiste pas à l'anecdote puisque le préfet à ce moment-là s'appelait l'Allemand avec un T, pas avec un D. Mais bon, c'était trop drôle quand je vous assure, quand j'ai découvert ça, j'ai éclaté de rire en me disant c'est pas possible, mais si. Et donc on voit un dirigeant syndicaliste national quand même en train de, d'après le PV de police, en train de balancer des pavés sur les forces de l'ordre. Au shocking si on se projetait dans la période plutôt contemporaine. Donc, ce qui montre aussi que la violence des rapports de classe, c'est pas, et la violence sociale est quelque chose qui est beaucoup plus légitime et beaucoup plus partagé par les responsables syndicaux dans les années 20. Après sa carrière, donc, qui est marquée surtout dans la CGTU par les affrontements avec le PCF, ou avec les communistes, enfin avec les unitaires pro-communistes dans la CGTU, sur d'abord le fait que les syndicalistes libertaires ou les syndicalistes révolutionnaires sont en perte de vitesse. Ce qu'ils n'ont pas vu et ce qu'ils n'ont pas compris entre 1922 et 1923, c'est-à-dire qu'il y a une force d'attraction et d'aspiration très très forte de la part de la minorité, enfin, de la majorité communiste dans la CGTU, qui aboutit aux incidents. Alors, des tensions qui aboutissent d'abord au fait qu'en 1923, au congrès de Bourges, la majorité communiste l'emporte sans contestation aucune. Il y a peut-être quelques fractions qui existent, mais dans l'ensemble, le PCF, la majorité communiste dans la CGTU a acquis l'adhésion de la majorité des adhérents de la CGTU qui votent pour eux ou qui les soutiennent. Et deuxième temps là qui devient tragique. Bon, donc il y a les seuls qui résistent à cette emprise communiste, c'est le bâtiment. Puis il y a les incidents tragiques de la Grange Jaubel dans lesquels Le Pen est il est présent, il assiste aux événements, il n'est pas participant directement. Et ça constitue, alors pour lui, mais comme pour tous les membres de la minorité, un traumatisme extrêmement important qui fait qu'autant il pouvait encore accepter en 1923 d'être minoritaire dans une centrale syndicale dirigée par les communistes, même si ça ne leur plaisait pas, autant après 1924, la mort de Clos et Poncet fait que la cohabitation n'est plus possible. Ce qui amène au départ, sous la forme d'une minorité organisée, d'un nouveau groupe qui est l'Union fédérale des syndicats autonomes. L'Union fédérale des syndicats autonomes qui, à ce moment-là, a un statut très ambigu parce qu'une partie des membres sont encore à la CGTU, une autre partie est à la CGT, une troisième partie est dans l'autonomie. Donc les militants ne savent pas trop quoi faire. L'Union fédérale réunit un congrès en 1925 qui n'arrive pas en fait. Alors, qui donne une très faible minorité à la constitution d'une nouvelle centrale syndicale, mais qui est vraiment très très faible. C'est-à-dire qu'il y a 3 voix d'écart au premier vote, 1 voix d'écart au second vote, et avec autre chose qui est en arrière-plan, qui est une désaffection syndicale extrêmement forte, une désaffection pour les milieux libertaires ou syndicalistes révolutionnaires extrêmement forte. Donc il y a cette dimension-là qui pose problème et que Le Pen constate, que Bénard constate aussi, mais pour lesquels il n'apporte pas du tout les mêmes réponses et qui est un vrai questionnement sur cet avenir du mouvement syndical. Et donc après, on arrive autour de cette question, faut-il
donc qui est centrale pour Le Pen, qui est centrale pour Bénard. Ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, l'un comme l'autre, même s'ils sont sur des positions radicalement différentes, continuent à se parler et s'estiment énormément. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout on est dans un débat d'idées, mais on n'est pas dans de l'invective, dans de l'invective politique et dans, t'es pas d'accord avec moi, donc je te parle plus. Faut peut-être que tu reprécises qui est Pierre Bénard. Oui, Pierre Bénard, donc c'est un cheminot qui participe à la CGT depuis les années 10, qui va participer à la minorité opposée à la Première Guerre mondiale. Bénard qui participe à la scission syndicale de 1921. C'est même lui qui devient un des premiers secrétaires de la CGTU en 1922, renversé en juillet, pardon, fin juin, début juillet 1922 par la nouvelle majorité confédérale dans la CGTU, qui va animer la minorité avec Le Pen, avec Lecoing, avec un certain nombre d'autres militants, soit d'obédience syndicaliste révolutionnaire, soit d'obédience syndicaliste libertaire. Souvent c'est les mêmes, mais avec quelques nuances sur les discours. Et Bénard, en 1925, rejoint l'UACF alors lui, en étant partisan de la création d'une troisième centrale syndicale qui soit ni inféodée ce qu'ils appellent aux réformistes, ni inféodée à la CGTU, donc au PCF. Et affilié à l'AIT. Et affilié à l'AIT qui vient d'être créée à Berlin en 1922. Donc il y a la troisième position qui est la position deuxième position qui est la position de Bénard. Moi, ce qui me semble très intéressant, c'est cet affrontement théorique qui est un vrai affrontement théorique, hein, avec souvent des mots crus, mais en même temps avec cette profonde estime que les uns que Bénard et Le Pen, en tous les cas, gardent l'un pour l'autre. C'est-à-dire qu'on le voit à partir de 1925, mais il y a des débats qui se poursuivent jusqu'au début des années 30, et la position, même s'ils affichent des désaccords publiquement, ils arrivent à participer à des débats publics communs. Ce qui est quand même à noter et ce qui est quand même relativement rare par rapport à des périodes plus récentes. C'est peut-être lié à ces personnalités qui font que la lutte syndicale primait sur le reste, mais ça me semble être une dimension dans ce milieu à souligner vu les inimitiés souvent qui peuvent naître d'interprétations politiques différentes. Donc le premier temps, c'est cette création. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'UACF? Donc Bénard et les partisans de la création de la CGT, syndicaliste révolutionnaire, sont majoritaires, donc ils emportent l'UACF avec eux. Une très forte minorité est partisane du retour de la CGT, des militants de l'UACF dans la CGT, et donc ils rentrent sans gloire et sans trop d'espoir, mais ils préfèrent rentrer au nom de l'efficacité en disant on sera plus nombreux dans le cadre de la CGT plutôt que dans le cadre d'une petite centrale syndicale. La situation reste la même jusqu'à la réunification syndicale, avec, dans un cas comme dans l'autre, une faiblesse assez structurelle des effectifs, puisque quand on regarde la CGT, il y a une dizaine de milliers d'adhérents en 1935 à la CGT du bâtiment, alors qu'ils sont quand même plus de 20 000 à la CGTU, pardon, et d'après les effectifs que je peux avoir, alors, sous réserve de regroupement, il n'y a que quelques milliers d'adhérents à la CGT-SR. Donc on est de toute manière dans des très faibles taux de syndicalisation. Peut-être qu'aujourd'hui on dirait non, c'est pas si faible que ça, mais on est dans des faibles taux de syndicalisation pour l'entre-deux-guerres par rapport à d'autres corporations. Et devant un constat qui est un constat pour tous les militants, d'un constat d'échec d'échec relatif. Après, il y a une question de principe qui se pose, mais là qui amène un autre débat, mais d'échec sur les deux stratégies qui ont été mises en place, puisque ni l'une ni l'autre a pu s'imposer et surtout a pu faire renaître les heures de gloire du syndicalisme. Quand on dit cela, on pense aux grands événements de l'avant-première guerre mondiale. Alors peut-être que se pose un autre problème qu'il faudrait examiner, ça je ne l'ai pas examiné, c'est peut-être qu'il y a eu une tendance à survaloriser la période de l'entre-deux-guerres, de l'avant-guerre pendant l'entre-deux-guerres. C'est peut-être encore le cas de certaines
certains éléments qui se produisent aujourd'hui, on a tendance à glorifier le passé au nom d'un présent qui est souvent un peu déprimant. Donc, c'est peut-être une dimension qui est à prendre en compte pour bien comprendre cette, cette, ces épisodes syndicaux divers et variés. Donc l'objectif, il était derrière, pourquoi j'ai fait ce bouquin, donc, outre la blague qui est secondaire, l'objectif était vraiment, après quand je me suis lancé dans les textes, de présenter un itinéraire d'un syndicaliste révolutionnaire où on voit la culture de ce militant derrière à travers un certain nombre de textes de prise de position, donc culture anticléricale, culture anticommuniste, extrêmement forte. C'est vraiment intéressant à noter. Culture plutôt, bien évidemment anticapitaliste, et on voit aussi l'évolution d'une forme de courant, c'est-à-dire qu'à force d'être au contact de militants plus réformistes, on a l'impression que finalement il y a un certain nombre d'acceptations de réformes, faute de mieux, c'est-à-dire qu'il y a cette dimension pour l'instant, on est dans une phase de recul, donc on va accepter un certain nombre d'éléments qui n'auraient pas été acceptés avant la Première Guerre mondiale. Je pense à l'histoire des assurances sociales et des retraites, c'est quelque chose qu'il accepte en disant c'est déjà un acquis, c'est mieux que rien, alors qu'avant la Première Guerre mondiale, il y avait le refus des retraites ouvrières en disant c'est la retraite pour les morts, c'est les caisses pour les morts. Donc il y a cette dimension qui est aussi présente dans ces textes, qui est intéressante parce qu'à mon avis, elle montre une évolution possible. Alors, ce n'est pas la seule, mais elle montre une des évolutions possibles du syndicalisme libertaire. Et donc, ce qui m'intéressait derrière ça, c'était aussi de montrer un courant. Bénard est plutôt connu, et le courant de la CGT-SR, même s'il reste encore pas mal de choses à découvrir, est plutôt connu. Ce courant des Le Pen, Argence, qui était un autre militant des métaux, ou Guigui, il est beaucoup moins connu. Donc, le faire apparaître était aussi une façon de montrer la pluralité du mouvement libertaire, du mouvement syndicaliste révolutionnaire et de courants qu'on a finalement un peu oubliés au profit en cherchant à valoriser d'autres aspects. C'est pas un jugement du tout, hein. C'était plus l'idée qu'il y a eu d'autres éléments et d'autres pratiques dans cette vision du syndicalisme libertaire ou du syndicalisme révolutionnaire. Voilà un peu l'idée du bouquin. Après, il y a une richesse des textes. Je trouve qu'il a une sacrée plume pour ce qu'on oublie aussi, c'est que c'est des militants qui avaient vraiment, vous savez, qui écrivaient bien. Il y a une sacrée plume et puis il y a un certain nombre d'expressions assez fleuries qui sont pas désagréables à relire aujourd'hui. Voilà pour l'essentiel. Je pense qu'après on peut peut-être relancer le débat avec des questions. Oui, la question, ce qui n'apparaît pas. Alors, d'une part, dans les textes, il y a des prises de position dans les congrès, Oui. des rapports, etc. Et puis, enfin des rapports, des prises de position dans les congrès, sur le plan littéraire, qui sont des fois un peu rébarbatifs quand même, enfin il est beaucoup dans la répétition quand même. C'est-à-dire le fait d'en avoir mis beaucoup, c'est-à-dire il y a des fois où j'ai hésité sur certains textes, est-ce que je le mets, est-ce que je le mets pas, puis je trouvais qu'en même temps ça permettait de voir l'évolution de la position, donc couper un texte c'était... Non, moi oui, non, mais ça donne aussi l'image et l'impression du congrès. Et la façon dont les prises de parole sont, parce que souvent on a des ouvrages historiques qui font des résumés de congrès, etc. Lire des interventions de congrès, ça montre assez la qualité des militants. Je prendrai comme exemple que il est sorti l'année dernière aux éditions du Coquelicot des textes d'Angèle Pestana. Et l'écriture est déplorable. Je veux dire que quand on pense que c'était un militant fort du syndicalisme en Espagne, et ce qu'il écrit, alors comme tu l'as dit, Le Pen était quand même sur un métier technique du bâtiment, ce qui peut expliquer aussi, bon, il n'était pas manœuvre, etc. Donc, mais
Ce que je trouve, ce que je trouve, alors il y a ces participations à des congrès, et puis il y a les articles parus dans le Libertaire. Et je trouve que on est toujours un peu orphelin, surtout nous qui sommes syndicalistes et donc qui réfléchissons aux pratiques syndicales et en quoi les pratiques syndicales pourraient différer de syndicalistes révolutionnaires que de syndicalistes réformistes. Et on ne trouve pas ça, c'est-à-dire qu'on trouve aussi, comme on trouve dans beaucoup des textes de Monat, etc., des discussions d'appareil, en fin de compte. La question, c'est quand on fait l'échec du syndicalisme, c'est que l'échec du syndicalisme, est-ce qu'il ne se mesure pas à la base? Après, je veux dire que les organisations sont le reflet de ce qui les compose. Donc, alors peut-être qu'il y aurait un travail plus important, enfin plus important, de recherche à faire sur quelles étaient ces pratiques. De la même manière, il est pas membre d'un syndicat unique. Il est membre d'un syndicat d'électriciens. Ça pose quand même des questions sur le syndicalisme et les modes de syndicalisme. Depuis 1907, normalement, la Fédération du bâtiment fonctionnait sur des syndicats uniques, avait donc considéré que les syndicats de métier étaient un problème de corporatisme et donc on devait aller vers des syndicats uniques qui rassemblent l'ensemble des métiers du bâtiment. Lui, il apparaît et pourquoi il est. Alors, c'est pareil dans un certain nombre de textes. Il fait référence à Fernand Pelloutier. Enfin bon voilà. Le problème, c'est que tout ce qu'a développé Fernand Pelloutier sur des pratiques syndicales, je veux dire, à aucun moment il en parle. C'est-à-dire que on a plus le sentiment qu'il est, comme tu le disais, sur des positions libertaires, c'est-à-dire antimilitariste, anticlérical, etc. Sur la pratique syndicale, qui est la première question, puisqu'il fait tout le temps le constat de l'échec de leur audience et de leurs adhésions. Il n'y a aucun élément sur les pratiques syndicales. Mais on aurait tort de reprocher ça à Le Pen, parce que quand on lit les textes de Monat, il n'y en a pas plus. Je veux dire que c'est vraiment les communistes ne respectent pas le principe du syndicalisme, etc. De la même manière, quand il parle dans les textes, quand il parle d'action directe, il fait référence à des manifestations de rue. Et l'action directe alors c'est lié aussi à l'image du syndicat, de la violence portée par le syndicat du bâtiment, le fait que comme c'était des travailleurs de force, la fédération du bâtiment de la CGT s'est construite sur un rapport à la violence. Euh, mais tous ces éléments-là nous laissent un peu orphelins voilà, parce que aujourd'hui, où on parle aussi d'unité syndicale, où on a encore un éclatement plus important au niveau syndical, et dans le bâtiment, c'est un vrai désastre. Je veux dire que si on ne réfléchit pas, si on n'avance pas sur les pratiques syndicales, à quoi sert l'unité et comment faire l'unité? C'est-à-dire que la question aujourd'hui, c'est si on voit nos camarades des CSR, par exemple, qui disent la seule solution, c'est revenir à la CGT, qui peut se poser à nous comme syndicat de la Confédération nationale du travail, c'est pour y faire quoi et comment? C'est-à-dire que si c'est pour y mener des luttes d'appareil contre des tendances internes du syndicalisme, c'est pas comme ça qu'on renforce le syndicalisme. Enfin, c'est ce qu'on pense, nous, en tout cas, sur cette question. Donc, je pense que ce parcours, à des moments qui a vu à la fois de grands affrontements entre différentes tendances, et puis la resyndicalisation énorme qu'il y a eu en 1936, bon, celle de 45, il l'a pas vécu parce qu'il est mort avant, mais je pense que c'est voilà, c'est ces questions que pose là. Je prends un dernier exemple. Dans un des textes, il critique le syndicat du livre, qui était un syndicat qui était sur le principe du syndicalisme à base multiple, c'est-à-dire qui répondait à l'ensemble des questions posées à la classe et avec des caisses de grève importantes, etc. Il critique ça comme une position qui a été celle beaucoup des syndicalistes révolutionnaires d'avant 14. Euh, mais sans y apporter en disant oui, c'est l'entraide qui doit se faire naturellement entre syndicalistes conscients, etc. Enfin bon, il constate aussi dans ses textes que les syndicalistes conscients, il n'y en a pas beaucoup dans le bâtiment, quoi. Enfin, dans le syndicalisme en général. Donc, enfin voilà, je sais pas ce que tu penses de l'ensemble de ces éléments. Alors, ce qui est amusant, c'est que c'est déjà
les mêmes termes, le débat se pose dans les mêmes termes on va dire depuis les scissions syndicales. Mais dans les deux cas, c'est-à-dire que les arguments qu'apporte Bénard pour répondre sont ceux que tu viens de porter. Mais quand tu regardes la pratique, ou quand tu regardes le combat syndicaliste des années 20, enfin des années 30 surtout, on est dans la même chose. C'est-à-dire que là, il y a plusieurs problèmes. Il y a un problème méthodologique sur le thème qu'est-ce qui rend compte de la pratique quand on cherche les sources. Ça, c'est un premier problème, c'est que c'est pas évident de trouver. Alors souvent, les comptes rendus de réunion, c'est assez lapidaire, ils rentrent pas forcément dans le détail technique. Là, on a fait telle action sur le lieu de travail. Il y a deux ou trois réflexions quand même, hein, où ils montrent qu'ils ont obtenu tel avantage salarial ou tel autre avantage qui se sont mis en grève. Il n'y a pas énormément de choses. Quand on prend la presse fédérale du bâtiment, il y a effectivement relativement peu de choses. Il y a dans la majeure partie des cas des annonces de voilà réunion, voilà l'heure du jour. Même en croisant les sources, on n'arrive pas à aller plus loin. C'est un vrai obstacle, sauf à trouver, je ne sais pas, le cahier des PV de du syndicat des monteurs électriciens. Pour l'instant, après, je suis bloqué sur les sources. C'est-à-dire que je ne peux pas inventer non plus. Donc, les sources me rendaient vraiment fortement dépendant d'une partie de l'écriture. C'est-à-dire que l'idéal dans ces cas-là, c'est de trouver un cahier où on voit réellement les revendications. Après, effectivement, il y a un deuxième problème, c'est que c'est quelque chose qui est fréquent dans le milieu libertaire, c'est qu'il y a tendance souvent à s'enflammer beaucoup plus pour des grands discours théoriques que d'aller voir la réalité, la pratique et faire du syndicalisme. Et c'est une des raisons qui explique que les communistes, à partir du moment où ils ont abandonné le côté théorique et qu'ils ont fait du pratico-pratique, à partir des années de 1931-32, où ils rentrent vraiment dans le dur et ils arrivent à s'implanter à partir de ce moment-là, parce qu'ils abandonnent tout ce qui est grand discours pour construire un syndicalisme qui a des côtés très très réformistes en disant ben, on va tenir tel acquis, on va se battre là-dessus. Mais du coup, c'est comme ça qu'ils deviennent comment dire, qui sont reconnus en tant que tels, c'est-à-dire qu'ils sont reconnus non pas comme communistes, mais ils sont d'abord reconnus comme syndicalistes qui accessoirement peuvent faire du militantisme politique. Et du coup, on voit toute cette entre guillemets, cette vieille génération, puisque les jeunes qui font du syndicalisme communiste ils sont plus jeunes. On voit cette génération qui s'est nourrie des heures de gloire du syndicalisme révolutionnaire, qui est un peu décontenancée, dépassée. Alors peut-être aussi parce que finalement ils étaient juste dans la gestion d'acquis, enfin pas d'acquis, dans la gestion technique du syndicalisme et ils n'ont pas du tout pensé à renouveler les questionnements ou à voir comment se réimplanter. Je n'ai pas tout à fait fini. Donc, pour la dernière question sur le syndicat unique du bâtiment, effectivement, c'est un vrai problème. Ce qu'il reproche au livre, en fait, il l'applique d'une certaine manière, puisqu'on voit que par ailleurs. Alors, c'est vrai que ce n'est pas exactement la même chose, parce qu'on sait que par ailleurs, il le dit à plusieurs reprises, par ailleurs, il participe à une coopérative, il est membre d'une. Trop de mémoire. Enfin, il participe à tout ce qui a fait le syndicalisme à base multiple, mais il est mutualiste, il a participé au cours du soir des universités ouvrières. Donc, il y a tous les éléments qui sont présents, mais qu'il ne reprend pas exactement de la même manière, alors qu'il le reproche au syndicat du livre, qui fait exactement la même chose. Et effectivement, dernier point, c'est que le syndicat unique du bâtiment, c'est une question qui n'existe plus réellement dans l'entre-deux-guerres. En fait, quand il part de la CGT, il garde la structure de la CGT qui avait déjà éclaté la corporation du bâtiment en plusieurs syndicats. Il garde cette structure-là et quand il revient à la CGT, il revient dans une structure où le syndicat des monteurs électriciens existe et il est obligé. Et la question, comme il est minoritaire, ne se pose pas vraiment, parce que de toute manière, il ne peut pas. Alors, il est peut-être majoritaire au syndicat des monteurs électriciens, mais dans le reste de la fédération CGT du bâtiment, il est minoritaire. Donc,
il peut pas à lui tout seul transformer, même à la minorité, parce que Le Coin est aussi au bâtiment, on ne sait pas trop pourquoi, mais il a été en temps, mais on- ils ne peuvent pas, à eux deux, transformer une fédération où ils sont minoritaires, ils le savent. Et je pense que la dernière chose qu'on ne mesure pas vraiment, même si je viens de vous dire exactement le contraire, c'est la détestation, il le laisse apparaître, la détestation des communistes qui existent dans le mouvement syndical, dans l'entre-deux-guerres en particulier. Ce sera vrai après, mais c'est vraiment les morts de la Grange Aubel, on le voit à plusieurs reprises, sont quelque chose qui a une trace indélébile, en fait. Et même au moment du Front populaire, même au moment de la réunification syndicale et à plusieurs reprises dans les articles qu'il peut faire pendant le Front populaire, on voit que c'est vraiment, on est bientôt à l'anniversaire de Kronstadt, c'est des Kronstadt à Paris, il peut y en avoir très facilement s'ils sont au pouvoir. Et donc ça, c'est vraiment un élément qui est, on a tendance à l'oublier aujourd'hui, mais c'est vraiment un élément qui a été structurant pour cette minorité syndicale dans le mouvement syndical, et ce qui explique aussi des prises de position qui peuvent parfois, quand on dit syndicaliste réformiste, c'est aussi par rapport à l'autre vision qu'il y a du syndicalisme. En, oui, tout en oubliant que ces communistes syndicalistes font un véritable travail syndical, ce qui laisse passer, enfin, où ils n'ont pas vu. Il y a juste une allusion où Le Pen le remarque, mais il le remarque sur leur présence dans les manifestations. Disant, ils sont vraiment forts maintenant, mais c'est juste une présence manifestante, c'est pas une présence corporative. Ça, c'est vraiment important. Et l'autre force, enfin, la force des communistes, c'est d'avoir su s'adapter aux nouvelles formes du travail, et d'avoir, pendant toute la période de la phase d'industrialisation massive, d'avoir bien compris comment il fallait faire pour s'implanter, ce qui, à mon avis, ne correspond pas du tout à la logique qui a été portée par les libertaires à ce moment-là. Alors, il y a une question. Alors, Tu peux peut-être redire la question parce que... oui, et puis peu remise en cause de la mécanisation et du productivisme pour la CGTU. Non. Alors, en fait, la CGTU remet en cause la mécanisation et le productivisme d'abord pour dire qu'il faut faire une rationalisation comme en URSS. Donc en fait, ils la remettent en cause sans la remettre en cause. C'est-à-dire qu'il y a globalement, sauf chez Le Pen et quelques autres qui dénoncent le taylorisme, il y a plusieurs articles en disant attention, le taylorisme, c'est une nouvelle forme d'esclavage moderne, on va perdre notre maîtrise de l'outil de travail. Mais globalement, dans le mouvement syndical, il y a une acceptation, pas une adaptation, mais réellement une acceptation des formes de la mécanisation et du productivisme. Elle ne viendra pas immédiatement, mais elle viendra relativement rapidement dans, la, dans les deux confédérations. Dans les deux confédérations syndicales. Et une autre chose qui est amusante, c'est qu'on dit toujours deux confédérations syndicales. Il n'est jamais question de la CFTC, qui avait quand même quelques dizaines de milliers de membres à cette période-là. Il n'en est jamais question. C'est-à-dire qu'ils sont exclus du champ syndical. Le christianisme social n'existe pas, alors que c'était quand même quelque chose de présent. Alors, pas dans le bâtiment tellement, mais dans d'autres corporations, c'était quand même quelque chose d'extrêmement présent. Et là, on voit euh, il y a un anticléricalisme même qui se porte sur. Ils n'existent pas. C'est comme si on disait aujourd'hui que en termes de proportion, c'est pas la même chose, mais comme si on disait que ça n'existait pas aujourd'hui. Le syndicalisme d'origine chrétienne n'existait pas aujourd'hui. C'est un détail et une anecdote amusante pour le paysage syndical dans des années 1920-1930. Bah, ce qu'on voit dans les textes que tu as sélectionnés, c'est le passage important sur la syndicalisation de la police. Oui. Et les piques contre le syndicat des instituteurs. Oui, ben, là, c'est deux. Alors, la police, c'était vraiment amusant parce qu'en plus, ça faisait écho à un certain. Ben, la police, l'argument, il est vous ne pouvez pas être des deux côtés de la barricade, tout simplement. Donc, si vous êtes policier, vous ne pouvez pas être syndiqué, puisqu'il y a un moment ou un autre, on va vous demander
par votre fonction de réprimer les manifestants et les syndicalistes. Donc l'argument s'impose, et la logique s'impose d'elle-même, sauf que bon, c'est plus le cas dans les circonstances actuelles. C'est-à-dire plus personne ne se pose cette question-là. Ah si, si, on ne syndique pas les forces répressives de l'État. Excepté à la CNT, bien que j'ai vu un groupe qui s'appelait CGT Police, CNT Police, mais je crois que c'est une blague. Ah oui, oui, non, je sais, ça. Non, c'est une blague, c'est un faux compte, ils se sont amusés. Je sais, c'est quelqu'un qui fait une plaisanterie. Non, bien évidemment, excepté la CNT où il n'y a pas des forces répressives de l'État, dans toutes les confédérations syndicales depuis les années 30, enfin depuis 1936, la question ne se pose plus. C'est-à-dire que les forces de police sont rentrées. Alors, comme le note Le Pen par effraction, mais une fois qu'ils sont rentrés, ils sont syndiqués et ça ne pose plus de questions aux directions, aux confédérations syndicales directement. Donc, c'est un problème, de, c'est une vraie question. Puis l'autre question, c'est les instituts qu'ils trouvent, syndicats de l'enseignement d'une manière générale, où il y a le même problème d'une vision extrêmement corporative. Enfin, ils trouvent qu'ils sont extrêmement corporatifs et attachés aux grilles indiciaires. Et là, ça pose le problème effectivement du type d'action syndicale qui est posée principalement pour les instituteurs entre les deux guerres, qui va se poser beaucoup plus largement pour les fonctionnaires et les questions indiciaires. Et ça pose le problème du rapport du syndicalisme, des fonctionnaires à l'État et au syndicalisme d'une manière globale. Donc, il pointe un certain nombre de problèmes, mais là aussi, c'est le fait de pointer les problèmes. Je n'ai pas forcément les réponses. Moi, ce qui m'intéressait le plus, c'était de montrer à un militant qui pointe un certain nombre de questions qui sont toujours actuelles et qui sont encore en débat aujourd'hui. Mais si on reprend le titre de l'ouvrage, Julien Le Pen, un lutteur syndicaliste et libertaire, est-ce que la conclusion, ça ne serait pas de dire Julien Le Pen, un lutteur libertaire et syndicaliste, bien qu'il n'ait pas été affilié à une organisation politique anarchiste, est-ce que c'est pas en fait, comme on le trouve aujourd'hui dans le panorama des libertaires syndicalistes, est-ce que c'est pas d'abord un libertaire et ensuite qui a une action syndicale, mais ce qui pourrait peut-être expliquer une partie je sais pas moi, de l'interprétation des résultats et de l'attente qu'il y a par rapport à la conscience. Enfin, souvent il parle des ouvriers conscients, etc. Enfin, on a tendance, nous, à dire que la conscience vient de la pratique syndicale. On a des fois l'impression chez les libertaires que la conscience devrait d'abord être là avant d'avoir une action. Effectivement. Alors, je me suis posé la question dans quel sens je mettais le terme. En même temps, quand on le regarde historiquement, enfin, sur l'itinéraire, il est d'abord syndicaliste. Et en fait, il devient libertaire. C'est-à-dire que les premiers textes, quand tu regardes les premiers textes, c'est d'abord une pratique syndicale. Les premières déclarations de congrès, il n'est que question de syndicalisme. Il n'est pas du tout question de... Et c'est au fur et à mesure, à force de fréquenter d'autres syndicalistes libertaires, que ce soit Lecoing, Argence ou Guilly, où là, il devient de plus en plus libertaire, jusqu'à commencer sa collaboration libertaire en 1923. Mais avant, on a surtout un responsable, enfin un militant, puis un responsable syndical qui tient un discours syndicaliste et au fur et à mesure, il est de plus en plus libertaire. En même temps, il reste syndicaliste. Quand il parle, il est d'abord... alors, c'est en milieu parce qu'il est d'abord syndicaliste, bien qu'il y ait une part effectivement, de libertaires qui s'expriment en même temps. Après, c'est aussi une question de support. C'est-à-dire que quand les textes que j'ai retrouvés, c'est essentiellement des textes qui sont dans le libertaire. Donc effectivement, il va plutôt peut-être mettre où on va, oui,
ceci, il met plutôt l'accent sur la sensibilité libertaire, puisque le public qui lit le libertaire n'est pas forcément le même que celui qui dirait bien qu'à l'époque, le mouvement libertaire est oui, très ouvrier, enfin est oui, composé de beaucoup d'ouvriers, ce qui est peut-être moins le cas oui, aujourd'hui. oui, non. Il y a cette dimension-là, mais il y a en même temps la spécificité, c'est-à-dire quand on écrit dans le libertaire, on n'écrit pas dans le combat syndicaliste. C'est- enfin, pour aujourd'hui, un article dans le monde libertaire, c'est pas la même chose qu'un article dans le combat syndicaliste. Donc il y a cette double, cette double casquette où, quand on prend le personnage, il commence quand même par le milieu syndicaliste d'abord, pour après se rapprocher des milieux libertaires. En même temps, à la toute fin, on voit plutôt des articles de nouveau assez syndicalistes. Hein. Donc c'est les deux. En fait, je crois que j'ai pas. Je vais répondre comme. Mais ce que tu dis dans la présentation, c'est aussi que quand il est à Paris, quand il arrive à Paris, il fréquente les universités. Oui. Alors, il arrive à Paris. Je ne sais pas exactement. Début du siècle. Il vit d'abord dans le 10e arrondissement, puis il obtient, grâce à une association, grâce à une association philanthropique, il obtient ce qu'on appelle un logement social aujourd'hui, qui est dans le bas de Montmartre. Un bâtiment de sauvage. Un bâtiment de sauvage. Ouais. Et donc, en même temps, tout à fait, il a 3 enfants, il a vraiment une nécessité absolue pour lui d'avoir. C'était des petits appartements, ils existent toujours, c'est des F3, ils étaient 5 quand même. Donc c'est 5 dans un F3, c'était pas visiblement, il n'en parle pas, mais ils étaient serrés, on va dire. C'est des appartements de 45 mètres carrés. Donc, il obtient ça et dans cet immeuble, à ce moment-là, est construite, en même temps que l'immeuble est construit, il y a au rez-de-chaussée une université populaire et il y a une coopérative. Donc, le fait de fréquenter ce milieu a dû influencer fortement son parcours politique. C'est l'hypothèse que j'émets, je n'ai pas de preuve non plus, mais l'hypothèse que j'émets, c'est le fait d'avoir obtenu ce logement comme ça, lui a favorisé son évolution politique, sociale et politique. Il y a d'autres, c'est un immeuble en fait où il y avait visiblement beaucoup de responsables ou de militants qui étaient présents, puisque j'ai trouvé que, là, Suzanne Buisson, qui était une responsable socialiste et syndicaliste aussi, avait un logement dans ce même immeuble. Enfin, dans ce double immeuble, puisqu'il y a deux cages d'escalier. Et d'après ce qu'on sait, ça faisait partie des bâtiments. Alors après, il faudrait retrouver dans les archives qui a vécu dedans, mais ça fait partie de ces bâtiments où plusieurs militants vivaient. C'est un peu ce qui se passait boulevard de la Villette aussi. Hein. Là, c'est plus logique puisque c'était les bâtiments de la CGT et puis de la CGTU, mais il y avait le même phénomène de présence forte de deux militants dans un espace clos, ce qui peut favoriser aussi les discussions, les engueulades et la vie entre soi aussi. On a pas mal de commentaires sur le rapport avec les enseignants. Oui. C'est vrai que pour une petite organisation comme la CNT, qui comme le reste du syndicalisme, a plutôt tendance à syndiquer des enseignants, on a toujours, nous, au bâtiment, exprimé cette difficulté, qui est de dire que c'est vrai que quand un travailleur du bâtiment veut rencontrer la CNT, le premier souvent qu'il rencontre, c'est un prof. Enfin, quand il n'est pas en région parisienne, en tout cas, ou dans les régions où il y a des subs. Et que c'est vrai que c'est compliqué pour un prof parce que on entend encore fréquemment aujourd'hui, pas obligatoirement par les profs, mais par des parents, etc., dire que si les enfants travaillent mal à l'école, ils finiront dans le bâtiment. Donc, je veux dire, c'est compliqué aussi de développer le syndicalisme du bâtiment quand le premier contact est avec un enseignant. Donc, il reste certaines choses dans le syndicalisme. C'est vrai que c'est compliqué et tu parlais de l'entre-soi. C'est vrai que
pour un syndicaliste qui est dans certaines professions comme celui du bâtiment, il y a des formes de langage, il y a des formes de représentation, il y a des formes d'identification qui fait que c'est des fois compliqué avec d'autres professions. À ce sujet, euh, comme on le voit aussi dans les textes, il y a souvent de la part dans les interventions de congrès, pas dans les articles du Libertaire, mais dans les interventions de congrès, Le Pen fait souvent mention ou référence à la violence du syndicalisme, c'est-à-dire le fait que le syndicat du bâtiment s'est quand même beaucoup construit avant la guerre de 14 sur les terrassiers, sur des métiers qui étaient des métiers de force physique. Et donc, c'est aussi exprimé aussi beaucoup comme ça dans les conflits sociaux et dans sa revendication. Et donc, il joue aussi sur cette image de la violence en disant qu'il y a un certain nombre qu'il y a un certain nombre de problèmes qui se règlent de cette façon. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce discours-là peut avoir est compliqué. Est compliqué. Il est même critiquable. Euh, Tu disais le fait que comme représentant confédéral, il a été pris à lancer des pavés sur les forces de l'ordre. La question du rapport à la violence a beaucoup suivi le syndicalisme dans le bâtiment et pose question. Parce que il peut être un élément, il n'est jamais un argument. Bon. Et aujourd'hui où on vit le début d'une féminisation des métiers du bâtiment, ce rapport viriliste au conflit social est quelque chose qui doit être mis en question. Voilà. Donc c'est aussi des éléments du discours qui sont aujourd'hui peut-être difficilement compréhensibles si on n'a pas les éléments historiques qui permettent de comprendre comment s'est constitué le syndicalisme. Oui, alors, en même temps, il s'agit vraiment d'un bouquin d'histoire. Donc, alors, il y a plusieurs choses. En première, je suis mal placé pour répondre sur le rapport prof-bâtiment, puisque je suis enseignant. Non, Non, par contre, c'est vrai que l'image, c'est même, je dirais plus largement, c'est une partie de l'image des profs qui, c'était pas mon cas, qui étaient bons élèves, donc qui ont tendance à reproduire le schéma qu'ils avaient sur le thème. Forcément, pour avoir les critères de la réussite passe par le fait d'être bons élèves. Et quand vous n'êtes pas bon élève, forcément, vous allez être orienté vers le pro, et alors qu'il n'y a pas de raison, quoi. C'est complètement 3 points de suspension. Donc, il y a cette dimension qui existe toujours, qui est un impensé, enfin, ou un peu pensé dans le monde enseignant. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a tendance à schématiser sur bon élève va faire ça, mauvais élève, alors qu'il y a un certain nombre d'élèves qui n'ont pas du tout envie, pour X ou Y raison, de suivre ce type d'études. Et c'est tout à fait normal, et la question ne devrait pas se poser. Après, c'est lutter contre 150 ans, même 200 ans pratiquement, de discours enseignants et de discours institutionnels sur ce que c'est qu'un bon élève. Alors peut-être qu'il ne faudrait pas se poser la question du tout en ces termes-là. Là, ça renvoie non plus au syndicalisme du bâtiment, mais ça renvoie au syndicalisme et à la pratique des enseignants. Après, la deuxième question sur la question viriliste, de la violence et tout ça. Alors, d'abord, moi, je pense quand même que la violence peut être pratiquée aussi bien par les femmes que par les hommes. Ça peut... Oui, c'est pas ce que je voulais dire. Non, mais y a pas, on dit discours viriliste parce que ce serait que les hommes qui pratiquent la violence. Non, ça peut, c'est quelque chose. Enfin, on le voit dans un certain nombre de manifs aujourd'hui. La question de la violence, elle est beaucoup plus elle est beaucoup plus mixte. C'est aussi un reflet de la société, c'est-à-dire qu'il y a longtemps, on a tenu un discours sur le thème. Bon, les femmes sont exclues de la violence parce que les femmes ne pratiquent pas la violence. Bon, il y a un certain nombre de travaux d'études qui montrent que c'est plus compliqué que ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est effectivement le rapport à la violence et pas a longtemps colporté cette image, mais comme le syndicalisme colportait l'image plutôt une image plutôt masculine, hein, et comme la société, enfin le syndicalisme est aussi le reflet de la société, donc c'était l'image, c'était une société où si on prend juste
il ne s'agit pas d'aller voter non plus forcément, mais si on prend juste la question du droit de vote, c'était suffrage universel masculin. Hein. C'était donc c'est un rapport à de la société aux femmes et la perception qu'il avait des femmes qui est plus globale. Après, la question de la violence, effectivement, elle existe, et c'est vrai qu'à ce moment-là, ben, comme les taux de syndicalisation et comme dans le bâtiment, il y avait quasiment que des hommes, ben, forcément, le rapport à la violence, c'est plutôt masculin parce que c'est une des professions où il y a, c'est vrai, eu le plus de conflits sociaux sporadiques parce que l'outil de travail fait que c'est plus facile que dans le textile, par exemple. Hein. Pour prendre une profession très féminisée dans l'entre-deux-guerres, il y a moins de violence dans les grèves dans le textile. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, parce que par exemple, si on prend les grèves de 31 dans le Nord, la violence d'un certain nombre de manifestantes qui ont participé à des affrontements avec la police était extrêmement présent. Donc, il y a plusieurs cas de grève. Alors, c'est plutôt des grèves qui ont été pilotées, pour être gentil, par les communistes. Donc, il y a les grèves du Nord de 31. Après, on retrouve la même chose à Armentières. Non, euh, enfin, non, troublez-moi. Dans d'autres lieux où on retrouve des femmes qui n'hésitent pas une seule seconde à aller à l'affrontement. Puis une figure tutélaire du mouvement libertaire, Louise Michel, ça ne lui dérangeait pas trop de prendre un pavé pour le balancer sur les forces de l'ordre. Donc donc en fait, peut-être qu'on a une vision, on reprojette une vision qui est pas forcément qui correspond pas forcément à la réalité, mais qui correspond plus à un stéréotype et à un discours que ce mouvement peut porter en même temps. Hein, ça ne veut pas dire. Euh, et puis, deuxième chose, je ne sais plus dans quel journal j'ai vu ça, quand on prend le métron des libertaires, on voit qu'il y a 5% de femmes, mais le taux de syndicalisation et d'une manière globale, le taux d'action militante, il est majoritairement masculin. Hein. On est quand même, on n'est pas aussi, c'est pas aussi marqué que chez dans le métron des libertaires, mais on est quand même à des taux de syndicalisation de l'ordre de 80%, 20%. Donc il y a aussi cette dimension-là qui est à prendre en compte si on veut. Après, il faudrait refaire, c'est un peu compliqué, mais refaire des statistiques pour voir quelle est la réalité quelle serait la réalité proportionnelle à la participation de la population. Là, je ne me lance pas dans un calcul, je suis vraiment trop mauvais en maths. Mais il y a cette dimension-là qu'il faut relativiser hein, sur ces points-là. Des questions? Moi, ce qui me fait réagir par rapport à ça, il y a plusieurs choses qui me font réagir. C'est quand on parle d'action syndicale, quand vous posez la question de est-ce qu'il est d'abord libertaire ou syndicaliste, je vais partir de mon seul exemple. Je n'avais pas du tout toutes ces notions théoriques en fait, sur le sujet quand je suis arrivée au Sud. Mais comment dire, déjà de s'inscrire dans une action syndicale, pour moi, c'est une d'émancipation. C'est de dire que nous-mêmes, on a les moyens, on donne les moyens d'action quelque part. Alors moi, je suis arrivée tout de suite à la CNT et au Sud. Et à force de participer aux réunions et ce genre de choses, on prend conscience en fait de nos possibilités d'action par nos propres moyens. Et pour moi, ça va forcément vers le côté libertaire de la pensée. Parce qu'on commence par agir, après, je suis d'accord avec Eric quand il dit qu'on apprend en fait l'émancipation, ce que c'est que l'émancipation, qu'on peut faire dans le cadre du syndicat par soi-même, à devenir vraiment autonome au-delà d'un patron en tant que personne après par soi-même, et ça me fait rebondir sur la participation des femmes, forcément. C'est que c'est une double émancipation, quelque part. Moi, ça l'a été, de me dire que d'une part, en tant qu'employé, ce que je l'étais, et dans ma vie de tous les jours, en fait, c'est un fil conducteur, cette prise d'autonomie qui fait qu'à un moment donné, ça englobe énormément de choses, et on devient de plus en plus conscient en fait de notre capacité d'agir.
Ouais, enfin, Ça interpelle beaucoup. sur la question des femmes dans le syndicalisme et l'émancipation dont on parle, enfin dont tu parles, la problématique qui est posée au syndicalisme, c'est aussi de ne pas fonctionner sur un système inverse, c'est-à-dire parce que le syndicalisme, c'est un mode aussi de représentation de la société dans laquelle on vit. Et donc, ce qu'on trouve dans la société et qu'on peut contester, on peut le retrouver dans des pratiques syndicales. Donc, le problème des femmes et de la présence qu'elles peuvent avoir et des problèmes de reproduction du patriarcat qu'on peut avoir, il est aussi en risque dans les organisations syndicales, même si elles ont un discours libertaire, etc. Donc la question plus particulière, mais elle se pose aussi pour les travailleurs immigrés qui sont dans la plus grande précarité, etc., c'est de dire comment on arrive à créer ce désir, ce souhait, cette possibilité d'émancipation sans la réfréner obligatoire, enfin tout de suite, en fait en reproduisant consciemment ou inconsciemment des relations de sexe, de classe, etc., de race qu'on peut trouver dans la société. Et c'est un problème auquel on est confronté. Et ce que moi je disais sur syndicalistes libertaires, etc., c'est que on peut trouver des camarades libertaires avec les meilleures intentions du monde qui reproduisent à l'inverse des fonctionnements racistes, sans en avoir conscience, sans le vouloir, bien évidemment, mais en survalorisant la parole des femmes, ou enfin des minorités, enfin les femmes ne sont pas une minorité, bien évidemment, mais enfin voilà, donc c'est ces questions-là, c'est-à-dire que ce que le discours libertaire nous pose, c'est en tant que syndicaliste révolutionnaire, etc., c'est de dire que on peut aller vers les mêmes choses. Est-ce qu'on prend exactement les mêmes chemins? Et est-ce que la pratique syndicale, alors ce que je disais tout à l'heure par rapport à Le Pen, c'est que Le Pen a participé à la presse libertaire, à la presse anarchiste, mais il n'a jamais été adhérent d'une organisation, enfin en tout cas d'après ce que tu nous dis, il l'a pas été. Même si les principes d'adhésion aux organisations anarchistes sont pas toujours très clairs. Sauf que dans l'entre-deux-cas, il y avait des cartes. Hein, ouais. Bon, mais c'est vrai que c'est la question qui nous est posée dans l'unité. Aujourd'hui, des syndicalistes libertaires, il y en a à la CGT qui disent il faut rester à la CGT, il faut aller à la CGT, etc. Il y a des syndicalistes libertaires qui disent je suis d'abord communiste libertaire et donc dans une organisation politique, ce que le syndicalisme appelait des sectes, mais on ne va pas rester sur cette notion, sur des organisations politiques, etc. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui un syndicaliste libertaire? Moi, à titre personnel, je dis un syndicaliste libertaire, c'est d'abord un syndicaliste révolutionnaire, c'est-à-dire un syndicaliste qui pense que l'organisation de classe, c'est là où il est, et pas dans une organisation politique. Mais je veux dire que c'est toute la question de l'unité, c'est-à-dire, et c'est la question de l'unité qui s'est posée à la CGT-SR, etc., et qui s'est posée par Le Pen, c'est-à-dire de dire, à un moment donné, quel est le choix que l'on fait. Et donc, aujourd'hui, nos camarades du CSR, qui sont syndicalistes révolutionnaires, eux, qui se disent pas anarchistes, ils disent de toute façon, faut être dans l'organisation qu'est la CGT, qui est l'organisation historique de la classe ouvrière et qui est l'organisation, voilà. Sauf qu'on voit ce que c'est la CGT aujourd'hui. Enfin, je veux dire, il suffit de lire Le Monde encore pour savoir comment ça se passe à la CGT de Paris. Donc, au bout d'un moment, je veux dire, est-ce que ces camarades-là, voilà, avec qui on peut partager un certain nombre de choses, ne sont pas comme on peut avoir l'impression que ça l'est à travers les articles, dans des luttes d'appareils qui sont au bout d'un moment stériles, c'est-à-dire que la classe qu'on doit toucher, on la touche pas parce qu'on ne touche que des ouvriers dits conscients avec qui on va se prendre la tête sur voilà. D'un autre côté, et je finirai là-dessus, d'un autre côté, je vais dire ce que dit Sylvain, c'est-à-dire de dire voilà, CGT-SR, elle n'a pas plus réussi. Donc ce que dit Le Pen dans certains textes, c'est de dire de toute façon, derrière, il y a l'international communiste, il y a les moyens de la Russie, etc., qui alimentent tout ça et nous, on n'a pas les moyens avec le pognon qu'on a de développer. C'est la question qu'on peut se poser à la CNT, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la CNT, malgré tout ce qu'elle peut dire, je veux dire, elle est visible par qui? Donc il y a une question de visibilité, il y a une question de moyens, etc.
est-ce que sur la question de l'unité, les syndicalistes qui se revendiquent libertaires ou syndicalistes révolutionnaires, etc., ont les moyens de lutter même à l'intérieur de ces organisations contre la force encore plus importante aujourd'hui, réformiste, qui veut qu'il n'y ait pas de projet de toute façon alternatif et qui a que des aménagements du capitalisme pour la classe ouvrière. Moi, là-dessus, j'ai pas à trancher. Donc je vais essayer de le mettre en perspective pour montrer que les questions qui se posaient euh, se posaient déjà il y a 60, 80 ans, 100 ans même, puisque on va bientôt arriver aux 100 ans de la Grange Jaubel. Donc il y a pratiquement 100 ans, les questions ont finalement pas tellement changé et que alors même si on pourrait alors, même par contre le mouvement libertaire et syndicaliste révolutionnaire a changé, mais pas tant que ça, et en tous les cas pas dans son implantation et dans sa faiblesse, qui est devenue une faiblesse structurelle, qui réapparaît sous d'autres formes. Enfin, donc ce mouvement libertaire syndicaliste révolutionnaire réapparaît sous d'autres formes, mais avec toujours la même difficulté à affronter la question. C'est un éternel débat, hein, stratégique, tactique. Dans les organisations spécifiques, le débat tourne d'une autre manière sur est-ce qu'il faut être synthésiste ou plateformiste dans les organisations en art. Donc il y a toujours cet éternel débat, cette éternelle question de la forme d'organisation sans qu'il n'y ait jamais eu... enfin, les seuls à avoir répondu de manière à peu près efficace et importante, non, mais c'est les Espagnols. Hein. Un peu plus dans certaines, et un peu parfois dans certaines corporations, enfin dans certaines professions, dont le SUB, dans le bâtiment à certaines périodes, mais on reste quand même dans la marge, c'est-à-dire qu'en France, ou du moins dans beaucoup de pays, en fait, le mouvement libertaire est d'abord le mouvement syndicaliste révolutionnaire est d'abord un mouvement d'idées avant d'être un mouvement de masse. Hein. Ça a été un mouvement de masse avant la Première Guerre mondiale, et encore. Après, on est surtout dans un mouvement d'idées qui n'arrive pas forcément ou qui peut sporadiquement rencontrer une partie de la population, mais c'est sporadique. C'est pas, et c'est peut-être là-dessus qu'il faut réfléchir plus sur pourquoi. Alors, je ne suis pas sûr d'apporter la moindre réponse avec le livre, mais pourquoi il y a une telle difficulté. C'est peut-être lié à la forme c'est peut-être lié à ce que sont les idées libertaires, à ce que sont les idées syndicalistes au sens originel du terme, mais c'est peut-être lié aussi à cette forme d'organisation qui fait qu'il y a une difficulté structurelle à rencontrer, non pas à rencontrer un public à un moment donné. Après j'ai pas de réponse. Hein, Bah nous, on en a un peu oui, de réponse. Mais après, mais la question... en tant que chercheur, après, pas en tant que... Non, mais la question, et c'est pour ça aussi qu'on a besoin de la recherche historique, la différence se fait sur les pratiques. Moi, je prends toujours le même exemple, mais on avait un camarade dans le commerce qui disait, quand je distribue des tracts, les gens adhèrent à la CGT. Mais je trouve ça normal. Je veux dire, on dit aux gens, dans un tract, il faut se rassembler, il faut s'unir. Bon. Quand les gens sont convaincus de ça, la logique, c'est qu'ils aillent vers l'organisation qui est la plus importante. Voilà. La question, c'est que si on ne démontre pas que les pratiques sont différentes, eh ben, il est clair qu'il faut aller dans une organisation de masse. La question du syndicalisme tel qu'il était posé au moment de sa création, enfin surtout au moment de sa période syndicaliste révolutionnaire, c'était d'assumer d'être un syndicalisme de minorité agissante. Mais le problème, c'est que on ne peut agir que si on a des pratiques qui sont identifiables. Et le problème, c'est que dans ce qu'on voit à travers les textes de Le Pen, c'est qu'il y a des références à un syndicalisme d'antan. Tu disais qu'il est mythifié, etc. Parce que c'est vrai, parce que David Rapp a fait aussi l'analyse, par exemple, sur les bourses du travail, qui était l'élément phare du syndicalisme développé par Fernand Pelloutier, en disant, à Lyon, ce qui fonctionne dans les bourses du travail, c'est quand les réformistes les font fonctionner. C'est-à-dire que, a priori, bien que la référence syndicaliste révolutionnaire à Fernand Pelloutier sur les bourses du travail soit faite, en réalité,
les syndicalistes révolutionnaires se désintéressent du fonctionnement des bourses enfin, se désintéressent, sont moins efficaces en tout cas que le syndicalisme réformiste. Et aujourd'hui, je veux dire, tu faisais référence aux Espagnols aussi, etc. Je veux dire que sur le mouvement espagnol de l'entre-deux-guerres, enfin des maîtres de la même période, etc. Le syndicalisme qu'on appelle à base multiple, c'est-à-dire qui répond à un certain nombre était à la fois en partie pratiqué par les Espagnols à travers des Athénées, des machins, des trucs, mais était quelque chose qui était contesté, qui était discuté en dehors aussi du syndicalisme d'industrie, et donc je veux dire que aujourd'hui, la problématique qui nous est posée, c'est une problématique pour nous, organisations groupusculaires, d'être visibles, mais aussi d'être porteurs de pratiques syndicales qui sont identifiables. Oui, alors après, c'est peut-être ce que rencontre Le Pen comme problème et ce qu'a rencontré la CGT-SR comme problème, c'est que le problème, c'est à partir du moment où tu es très minoritaire, pour pouvoir montrer une pratique alternative, c'est beaucoup plus compliqué que si tu as une assise sociale où tu peux montrer justement cette pratique alternative. Après, on est toujours dans l'histoire du serpent qui se mord la queue ou de la poule qui a pondu l'œuf. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas les moyens de montrer que ta pratique est différente, on prend un truc simple, le problème des mandats. Le Pen, c'est intéressant, parce que plusieurs fois, il dit, bon, bah, moi j'ai été permanent, maintenant je ne suis plus parce que c'est 2 ans et c'est pas 10 ans d'affilée. Donc cette question-là, elle est récurrente, donc tu ne peux le montrer que à travers une pratique. Mais pour que cette pratique existe, il faut avoir une assise sociale. Et là, on est... Ouais, mais là, je reviens sur ta position d'historien. Il faut aussi avoir une approche historique. C'est-à-dire que si on prend la CNT aujourd'hui, écrit sur toutes ses affiches, sur toutes ses proclamations, etc., un syndicalisme sans permanent. Le syndicalisme révolutionnaire, il n'a jamais été contre les permanents. Le syndicalisme révolutionnaire, il était contre la permanence des permanents, ce que tu exprimes à travers ce que dit Le Pen, etc. Mais je veux dire, pour faire fonctionner une maison, je veux dire, il faut qu'il y ait du monde qui soit là. Et donc le problème aujourd'hui, c'est aussi pour certaines références un manque de références historiques. En fait, il parlait pas il disait pas permanent, il disait Oui, rotation du mandat. C'est ce qui n'est pas exactement la même chose. Ça veut dire qu'il y a surtout à partir du moment où il y a une organisation un tout petit peu importante. Tu peux pas faire fonctionner une organisation. Enfin, on voit à travers tout, sans tomber dans même la CGTU au début avait, même ça c'est grâce à l'argent entre guillemets l'argent de Moscou, mais la CGTU ils ont tout de suite une cinquantaine, puis une centaine, puis à un moment, parce que je travaillais au départ sur la CGTU, référencés, ils sont à 400 permanents. Et ils ont un appareil pléthorique. Donc à partir du moment où ils ont un appareil pléthorique, montrer qu'ils font un syndicalisme à la fois de conquête au quotidien et de défense au quotidien et de propositions alternatives est beaucoup plus facile que si tu es tout seul tout seul, entre guillemets, hein. Mais si tu es en train de bosser et puis le soir, tu dois faire la réunion et s'il n'y a pas quelqu'un pour faire tourner la maison. Mais ça, c'est un vrai problème qui se pose, qui est une mauvaise lecture, parce que Pelloutier ne disait pas non plus il ne faut pas de permanent. Hein. Mais non, mais c'est aussi... La CGT, alors il n'y a pas beaucoup de permanents, ils sont 3. Hein. Ils ne sont pas 400. La CGT, avant la Première Guerre mondiale, ils sont 3. Ils sont 3 permanents. Il faut faire... Ils devaient terminer sur les rotules. Enfin, on voit pourquoi ils n'ont pas vécu vieux, hein, parce que c'est terminé. Enfin, ils terminaient leur journée. Il valait mieux aller bosser à l'atelier, c'était moins fatigant. La rotation des mandats, elle est possible quand il y a le nombre. Oui. On connaît les travailleurs ici, au bout d'un moment, il y en a. C'est compliqué de s'organiser quand on est peu. Pouvoir faire cette rotation, mais en même temps, c'est possible quand il y a le nombre. Donc ça revient sur le problème qui est la poule de l'œuf. Oui, non, mais moi je suis pas tout à fait d'accord avec toi. C'est pas une question de nombre, c'est une question de temps passé. Moi je dis toujours, quand le syndicalisme, ça représente moins de 5% du temps qu'on passe dans la vie, c'est-à-dire auprès de sa famille, à bosser, etc., c'est la première chose qu'on sacrifie. C'est-à-dire que de dire, s'il y a quelque chose, etc., c'est pas à sa famille qu'on va dire, voilà, voilà. Et aujourd'hui, dans la société dans laquelle on est, je veux dire, ce qu'on sacrifie,
c'est même, je veux dire, l'activité syndicalisme au sport, au loisir, etc. C'est-à-dire que c'est la dernière roue du charrette. Mais ça, c'est une situation. Le fait de dire on ne peut fonctionner sur le syndicalisme sans permanent qu'avec la rotation des tâches de gens qui sont bénévoles, il n'y a aucune structure, ni économique, ni associative, ni syndicale qui fonctionne et se développe sur ce principe-là. Mais le problème, c'est d'être aussi dans des milieux syndicaux où on construit des mythes. Hein. On construit le mythe des non-permanents avec la CNT espagnole, en disant d'abord qu'elle avait 1,6 million d'adhérents, mais 1,6 million d'adhérents en 1936, quand la syndicalisation est devenue obligatoire après la Révolution. Bon. Et puis, ça n'a jamais fonctionné comme ça. Je veux dire, on ne peut pas sortir des journaux, on ne peut pas, etc. C'est pas vrai. Je veux dire qu'il y a des fonctions permanentes. Après, que les gens soient rémunérés, pas rémunérés, à moitié rémunérés, etc., c'est encore autre chose. Mais je veux dire que c'est aussi ce qu'on traîne aussi ce que traîne le milieu libertaire, hein, c'est-à-dire de fonctionner sur des mythes hein, qui n'amènent qu'à l'inaction, qui n'amènent qu'à dire ah ben on est minoritaire, mais de toute façon c'est le titre, la mémoire des vaincus, et etc. On est vachement fiers de se faire toujours baiser la gueule, quoi. Je veux dire c'est une vraie question. Et c'est beaucoup plus simple que de dire ah bah faut gérer des gens qui ont des mandats, à qui on va verser des salaires, etc. Donc ces questions-là, elles sont fondamentales pour notre syndicalisme. Notre syndicalisme, la réponse, c'est pas d'avoir des fonctionnaires syndicaux, c'est pas ça la question. La question, c'est un ensemble. Avoir des fonctionnaires syndicaux, comme il y a dans les syndicats réformistes, pour avoir des pratiques réformistes, ça sert à quoi? Ça à avoir des négociateurs syndicaux qui vont traiter sur les salaires, qui sont habillés comme les patrons et qui parlent comme les patrons qui vont rencontrer. Je veux dire, c'est pas ça l'expression de la classe. Voilà. Mais cette question, elle est posée. Et aujourd'hui, un certain nombre de camarades dans diverses organisations parlent de l'unité syndicale. L'unité syndicale, c'est quoi? C'est une unité organisationnelle, c'est une unité à la base, c'est des unités d'action. Nous, ce qu'on dit d'abord, c'est faisons des choses ensemble. La question de l'unité, alors bien sûr, ou alors il faut attendre comme en 34 d'avoir la menace fasciste, c'est-à-dire de dire on fera l'unité syndicale quand Le Pen avait été élu. Le Pen, l'autre, hein, pas Julien Le Pen. Voilà. Donc ça, c'est des vraies questions. Bon. Si pour, je ne sais pas quelle heure il est, mais on doit être près de la fin, là. À peu près, je ne sais pas, comme vous voulez. Quelle heure il est? Il est 25. Ah non, on a un peu de temps encore. La question, c'est quand tu nous as expliqué un peu la genèse de partie de l'article, etc. Aujourd'hui, tu penses qu'un ouvrage comme ça, ou est-ce que tu as des retours, etc. Est-ce que tu penses qu'un ouvrage comme ça touche qui? Les milieux militants d'abord, pour être. Mais alors les milieux militants, c'est-à-dire les anards et puis. La mouvance libertaire. Pour l'instant, j'ai pas eu d'autres. Enfin, la mouvance libertaire et syndicaliste révolutionnaire, si on veut. Pour l'instant, j'ai pas eu d'autres échos de personnes. Ouais, enfin après, c'est des réseaux personnels. Donc, si j'ai eu un article que j'ai fait moi-même dans la presse. Ah bah c'est mieux comme ça. Au moins, on est pas d'accord. Voilà, mais enfin, c'était des gens qui m'aiment bien, qui ont envie de. Mais sinon, ça dépasse pas. Ça dépasse pas la mouvance au sens large ou de la proximité, quoi. C'est pas, mais c'est d'une manière générale, hein, c'est rare quand on a un ouvrage qui vient de la mouvance qu'il dépasse réellement ce cadre-là. S'il y a quelques ouvrages qui arrivent à percer un peu plus que Pan Libertalia, par exemple, quand il sort un bouquin, souvent il y a un écho un peu plus grand, mais ça reste extrêmement, ça reste marginal. Parce que c'est pas, à mon avis, c'est ça qui est paradoxal, c'est pas là. Enfin, mon idée, c'est que la parole libertaire au sens large, syndicaliste révolutionnaire, se diffuse pas par ce canal principalement. Mon idée, c'est que ça se diffuse plutôt par la chanson, qu'on retrouve beaucoup plus d'écho de la pensée libertaire par la chanson. C'est là où est le principal facteur de développement. C'est paradoxal, mais enfin, c'est pas paradoxal. Quand on regarde les grands noms de l'anarchisme sur les 150
sur les 50 dernières, pas les 550, mais sur les 70 dernières années, Ferré, Brassens, euh, plus après, on passe dans les différents groupes de rock alternatifs qu'il y avait dans les années 80 et on continue jusqu'à aujourd'hui, quoi. Quand on dit libertaire, on a plutôt un peu la littérature et surtout la chanson. Ou alors Béranger, le blues du syndicat aussi, hein, pour reprendre un autre. Mais c'est plus le vecteur de diffusion que l'action militante directement. Après, peut-être qu'il faut résoudre autrement, mais pour l'instant, prise au sens large, en, en France en tout cas, c'est plutôt ce segment-là qui est le plus porteur, quoi. Mais Mais après, c'est un constat, quoi. C'est pas, j'ai pas de. non, mais il y a des politiques éditoriales. Si tu prenais l'exemple de Libertalia, le plus simple, c'est de faire un ouvrage de tombe et un ouvrage qui lui répond. Donc comme ça, tu fais 2 ouvrages. Oui. Voilà. Mais la question du lectorat, aussi dans les milieux militants, en dehors du fait que les militants sont des gens qui ne lisent pas plus que les autres, ou ce qu'on pourrait espérer, c'est aussi que les milieux militants fonctionnent sur de la mythologie. Et qu'aujourd'hui, un livre comme le tien, il fait pas rêver, quoi. Ah il n'était pas fait pour faire. Enfin, moi, je me suis bien amusé en le faisant, mais après, c'est pas fait pour faire. Enfin, après, c'est pas une question de milieu militant. C'est quand tu essaies de faire ton boulot correctement, donc d'historien, t'es pas là pour dire voilà, ça s'est passé comme vous le rêvez. Non, désolé les gars, ça s'est passé, ou les filles, ça s'est passé autrement. C'est que oui, il y a des permanents, et alors, et oui, il y a ceci et il y a cela, et alors, enfin, faire de l'histoire, c'est juste rappeler les faits, même si on les a oubliés. C'est vrai qu'un des faits majeurs dont Le Pen est porteur et qui s'est développé encore au fur et à mesure qu'il y avait de moins en moins de militants, c'est une espèce de glorification de l'action syndicale dans la période des grandes heures du syndicalisme, donc d'avant la Première Guerre mondiale, sans examen réel, parce que ce que montre David pour Lyon, on le retrouve d'une manière complètement différente dans d'autres régions. C'est-à-dire, par exemple, en Bretagne, il y avait une tradition syndicaliste révolutionnaire ou syndicaliste libertaire extrêmement forte. Les militants, ils se collaient à la tâche de la Bourse du Travail, il fallait être permanent, ils étaient permanents, et puis il y en avait un paquet, hein, et puis, il y avait des tâches qui n'étaient pas drôles à faire, ils les faisaient et ils ne se posaient pas la question de savoir si être permanent, c'est être ceci ou cela. Et puis ils acceptaient, cette tâche avec plus ou moins de bonne volonté. Ça n'empêchait pas les conflits, même par rapport à d'autres qui n'étaient pas du tout fait. Enfin, cette fameuse affrontement qu'il y avait entre les syndicalistes et les individualistes entre 1900 et 1907, hein, c'est que les individualistes étaient plutôt hostiles, étaient prêts à avoir des pratiques réformistes sur tout un tas de choses, mais pas sur le syndicalisme. C'est le fameux discours de Libertat sur le syndicalisme qui ne veut pas en entendre parler. Mais bon, en fait, c'est quelque chose. Là aussi, c'est amusant parce en parlant, on voit qu'il y a des continuités extrêmement fortes, des réticences extrêmement fortes dans ce milieu-là sur les pratiques, alors que normalement, ça devrait être un milieu où moi, c'est peut-être ce qui m'a le plus intéressé en fait, c'est ce débat Le Pen-Ménard, où on voit que c'est deux conceptions qui sont complètement opposées, mais que c'est deux personnes qui respectent la conception de l'autre, même s'ils sont en désaccord fondamental, et qui continuent à se parler. Et ça, c'est quelque chose que dans ce milieu-là, quand il y a un désaccord aujourd'hui, c'est relativement rare que les militants continuent à se parler. Mais c'est des ruptures amoureuses. C'est peut-être des ruptures amoureuses, mais en tous les cas, c'est assez, c'est pas nouveau, hein, ça fait un certain nombre d'années que ça dure, hein, mais c'est des conceptions qui, du coup, l'affrontement politique passe derrière, j'allais dire, l'intérêt général du mouvement. C'est vraiment enfin, la question de la pratique et la question devient
ou du développement du mouvement avec des pratiques différentes devient moins importante que je veux absolument avoir raison, ce qui peut être problématique, enfin, ce qui est problématique quand on voit la faiblesse structurelle de ce mouvement. Après, je vais pas. C'est un constat sur la longue durée. Moi, c'est ça. Dans le Noël, j'avais présenté deux textes qui ne sont pas dans le recueil. C'était un peu ça l'idée, c'était de montrer qu'il y a des pratiques différentes. Et alors, c'est un peu ce qu'on peut retrouver sur la pratique de la violence. Il y en a qui sont violents, il y en a qui ne sont pas violents, et que chacun assume sa pratique politique, mais n'en fasse pas une règle pour les autres. Ça fait partie normalement de ce qui a fait pendant très longtemps sa richesse. Moi, je voulais revenir sur ce que tu disais sur la question des militants bretons et de leur participation à la Bourse du Travail. On peut constater sur beaucoup de ces militants, soit des militants d'avant 14, soit des militants d'avant 45, c'est aussi de quelle manière le militantisme est une formation et une promotion personnelle, ce qu'a beaucoup fait le Parti communiste, etc. C'est-à-dire, on se retrouve quoi sur ces portraits? On se retrouve sur des portraits de gamins qui travaillent bien à l'école souvent, et puis qui sont arrêtés dans leur cursus parce qu'ils sont issus de la classe ouvrière et que donc il n'y a pas d'espoir pour eux de promotion sociale. Et aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas confronté à ce type de phénomène? C'est-à-dire que on peut faire le constat, nous, par rapport aux gens aux travailleurs qui sont les plus précarisés. Si je prends, par exemple, en dehors du bâtiment, si je prends les travailleurs du nettoyage. Les travailleurs du nettoyage, qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui avec l'externalisation des services de nettoyage? Qu'est-ce qu'un travailleur du nettoyage a comme possibilité d'évolution personnelle et professionnelle? Je veux dire qu'il peut devenir militant syndical. S'il est un peu trop rendement, l'employeur va lui proposer des arrangements pour devenir chef d'équipe, pour devenir, etc., c'est-à-dire pour devenir maton des autres, en fait. Bon. Et est-ce que le syndicalisme, à cette période d'entre-deux-guerres, ne permettait l'activité politique au sein du Parti communiste, etc., ne permettait pas la promotion d'une partie de la classe à travers des fonctions. Et aujourd'hui, à partir du moment où le syndicalisme qui existe est principalement représenté par des travailleurs à statut, etc., cette problématique ne se pose plus. Et donc, quelqu'un qui a, entre guillemets, une assurance de travail, etc., peut très bien avoir une position qui dit, mais nous, pas de permanent, etc., parce que la situation dans laquelle il se trouve n'est pas la même. Est-ce que par rapport aux années 30 et à aujourd'hui, est-ce que ce type de parallèle te semble intéressant ou pas? Alors, sur le PC, on voit que le PC, en fait, dans les structures de recrutement, c'est pas des ouvriers lambda, c'est quand même des ouvriers, effectivement, comme tu l'as dit, qui ont été empêchés à un moment d'avoir une promotion dans leur parcours scolaire. C'est-à-dire que c'était plutôt. Après, on va trouver 10 000 exceptions contraires. Mais c'est plutôt, si on prend l'exemple des cadres du parti, c'est plutôt des bons élèves qui, effectivement, parce qu'ils étaient d'un milieu, ils étaient du monde ouvrier, ont été bloqués dans leur parcours scolaire. Jusqu'aux années 30, parce qu'à partir des années 30, il y a le nombre d'instituts qui arrive qui est assez important et qui fait que ça change un peu la donne. Mais effectivement, c'est plutôt les couches les plus développées, enfin les plus scolarisées du monde ouvrier. Donc on retrouve un peu Alors, il y a cette promotion sociale par le permanent. Après, c'est aussi une façon, une fois que vous êtes permanent au parti, c'est ad aeternam, enfin, sauf rupture avec la ligne. Ce qui arrive. Mais ce qui arrive dans 5% des cas. 95% des militants, ils sont restés c'était des lignards pour une raison. Enfin, après, on peut comprendre pour des raisons alimentaires. On peut ne pas être d'accord politiquement, mais la majorité d'entre eux, ils sont restés lignards parce que ça permettait de continuer à bouffer et puis pas trop se. Oui. Oui, c'est reproduire d'une certaine manière, mais il y a une adéquation assez forte entre l'inspiration que le communisme a représentée et le monde du travail industriel des années, enfin de la révolution industrielle. Il y a vraiment
un parallèle, un mimétisme inversé qui est assez fort. Après, effectivement, aujourd'hui, la question se pose dans la mesure où effectivement les classes les plus défavorisées n'ont plus les mêmes possibilités de promotion sociale pour eux-mêmes, voire et même pour leurs enfants. L'avenir est sacrément bouché. Et donc, alors, après, je n'ai pas de réponse. Est-ce que le syndicalisme permettrait... Normalement, le syndicalisme aurait dû être un débouché possible. Mais ça voudrait dire un syndicalisme qui reprenne ce que faisait le syndicalisme dans la première période, c'est-à-dire des cours du soir, des UP, etc., etc. Et des coopératives qui permettent aux gens de pouvoir passer dans d'autres structures, de faire valoriser les acquis qu'ils ont eus dans d'autres. Et donc ça, on n'est plus du tout ça, parce que même toute la question de la formation, si on prend les formations syndicales, c'est souvent avec autorisation. On n'est plus dans le cadre, on n'est pas dans le cadre de la formation des cours du soir où c'est de compte à rendre à personne, quoi, non plus. C'est ça aussi le problème qui se pose, c'est qu'on est beau. Est-ce qu'il faut réinventer autre chose, mais je ne sais pas quoi, ou est-ce qu'il faut ou en tous les cas se réinspirer de ce qui existait, c'est plus possible. Et après, il faut aussi arriver à chercher les gens, parce qu'on est dans une société où c'est compliqué de faire venir. Peut-être que les nouveaux outils le permettront plus facilement, mais c'est compliqué de faire venir des gens à soi. Puis la dernière chose qui est très frappante, on voit déjà chez Le Pen et qui est encore plus frappant aujourd'hui, c'est l'entre-soi des milieux militants. On va passer plus d'heures à polémiquer avec telle ou telle personne parce qu'on aime bien polémiquer, parce que la discussion va être enrichissante en fait, mais c'est autant d'heures. Quand même bien gagné. Oui, et puis t'as ça, mais c'est autant d'heures aussi qui seront... Mais parce que c'est aussi propre au milieu militant, c'est-à-dire qu'il y a besoin de il y a besoin de ce débat, de cette confrontation, de ces échanges d'idées en permanence. Après, j'ai pas de... Les étudiants en histoire, j'ai pas de... Moi, il y a des questions qui se posent, qui existaient déjà il y a 100 ans, qui se posent toujours de la même manière, et visiblement, on n'a pas trouvé des solutions, puisque sinon, la situation ne serait pas la même. La situation sociale actuelle ne serait pas forcément la même. Mais c'est une question de rapport de force aussi. Oui, mais aussi d'adéquation à l'évolution de la société. Oui, d'adéquation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on valorise le consommateur sur le producteur. Donc on dit aux gens, en fin de compte, votre force, elle est dans la consommation ou dans le refus, enfin pas dans le refus, mais dans la gestion de la négociation, plutôt que dans la revendication quant à la production. Donc c'est toutes les questions environnementales, etc., qui sont abordées, non pas sur le thème sur l'approche de la production, mais celle de la consommation. Et peut-être pour finir sur la recherche historique, donc nous, en tant qu'organisation syndicale, on est toujours bien évidemment très, très demandeurs de recherche historique sur le bâtiment, sur son travail, etc. On s'aperçoit qu'il y a eu un certain nombre d'études universitaires, mais qui ne sont pas allées jusqu'au stade de la publication, qui sont restées des travaux universitaires. Est-ce que nous, on a à plusieurs moments proposé des bourses, alors qu'elles étaient limitées, bien évidemment, mais des bourses aussi pour aider sur toute cette période-là, la période où le syndicalisme dans le bâtiment, aussi bien au début du XXe siècle que jusqu'à sa moitié, avait une force voilà. Et on n'a pas le sentiment que la recherche universitaire aille dans ce sens-là, quoi. La recherche universitaire sur le syndicalisme, c'est un peu un parent pauvre, déjà. Après, bon, il y aurait encore des travaux. Moi, je suis en train d'essayer de finir un truc sur la CGTU, un gros truc sur la CGTU. Après, je verrai, mais après, ça va être très fragmentaire. C'est-à-dire que j'ai pas mal de documentation sur le bâtiment, enfin CGTU bâtiment. Mais le problème, c'est qu'il faut que je finisse les grosses œuvres et après, je ferai les détails pour rester dans la métaphore du bâtiment. Mais il faut déjà que j'ai fini la grosse partie pour que j'ai une vision d'ensemble et que les fondations soient posées. Et après, on peut
peux ajuster tel ou tel mur. Mais c'est pas quelque chose que j'ai complètement abandonné. Le problème après souvent de l'histoire du syndicalisme, quand on fait l'histoire du syndicalisme, c'est qu'on a les flics comprennent rien à ce qui se passe dans le mouvement syndical. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas du tout les revendications corporatives. Donc on a peu de rapports. Les rapports qu'on a, on a peu. En fait, malheureusement, il y a assez peu de cahiers de bourse du travail ou de cahiers de conseils syndicaux qui aient été conservés. Donc, ou alors, c'est tellement fragmentaire et tellement lacunaire qu'on n'arrive pas forcément à tirer quelque chose d'important ou d'intéressant. Donc, on est confronté aussi à un problème de source, c'est-à-dire faire émerger des revendications. Voir comment émerge une revendication syndicale localement, c'est pas forcément évident. Il y en a quelques-unes, mais souvent, c'est ça, c'est aussi un des drames de l'histoire de Cottbus, c'est qu'on va avoir le début et puis après, personne n'aura pris de notes pour les 3 séances suivantes et donc, comment ils ont fait? Ils ont fait, mais on ne sait pas comment. Donc, il y a toujours le problème des PV qui est un vrai problème. Il y a le problème des sources. Donc, on arrive à faire des structures, on arrive à voir à peu près, mais c'est un peu le problème de Le Pen sur les monteurs électriciens. J'aurais bien aimé aller plus loin, mais quand on prend le travailleur du bâtiment, moi j'ai juste tel âgé, il a été décidé tel et tel point. C'est difficile d'aller plus loin. Et puis, surtout, après, j'étais sur une biographie, donc je n'étais pas sur une monographie du syndicat des monteurs électriciens. C'est vrai que c'est compliqué sur certains points. Et après, ce qui était des étudiants en histoire, est-ce que non, ils ne votent pas directement je réponds après à la question. Pour ce qui est des étudiants en histoire, on leur dit syndicalisme aujourd'hui, c'est pas. Mais est-ce que, par rapport à ce que tu disais sur la difficulté des sources, etc., est-ce que le travail des historiens ne serait pas aussi d'apporter une aide, de faire une histoire immédiate, c'est-à-dire d'aider les syndicats à aussi tenir des archives qui soient plus tard exploitables C'est possible. Alors, en général, ça se passe dans l'autre sens. C'est que les historiens vont dire, bon, écoutez, vous avez des archives, déposez-les quelque part. Après, le problème, c'est que les archives déposées, il faut que, quand on veut faire de l'histoire d'il y a 100 ans, c'est trop tard. Si on prend même l'histoire de la CGTSR, on sait que les archives ont disparu. Qui les ont disparu, oui, volontairement disparu. La légende veut qu'elles aient été détruites. Donc, faire l'histoire de la CGT-SR dans l'entre-deux-guerres, ça va être extrêmement compliqué parce que Claire Ozias avait fait le début sur Lyon, la naissance de la CGT-SR à Lyon, parce qu'elle avait quelques sources, mais après, c'est extrêmement fragmentaire et c'est d'autant plus fragmentaire que ça veut dire, si je prends un étudiant lambda qui veut faire un travail sur la CGT-SR, il faut qu'il aille dans les différents bastions. Donc, il faut qu'il aille à Limoges, où il n'est pas sûr de trouver énormément de choses. Après, il faut qu'il aille il faut qu'il retourne à Lyon pour voir sur la continuité. Donc, ça veut dire se balader, vu le niveau de vie, la difficulté que ça est. C'est pour ça que se rapprocher des syndicats, ça peut trouver des moyens financiers pour aider au moins. Nous, on est prêts en tout cas à financer du travail qui était fait. Mais je te prends un exemple. Il semble, je ne suis pas allé voir, mais il semble que le fonds Perica soit un fonds important. Oui, c'est un fonds important. Oui. Mais qu'est-ce que font les historiens aujourd'hui? Ils travaillent sur la création du Parti communiste, du Parti communiste fondé par Perica, alors que ce qui nous intéresse, nous, c'est le Perica d'avant 14, celui qui est et toutes les discussions qu'il y a eu justement sur la permanence des permanents avec Perica et le rôle qu'il avait dans la CGT d'avant 14. Oui, non, mais je sais bien que c'est un vrai problème sur un certain nombre d'expériences. Après, il y a deux problèmes. Il y a le problème des étudiants qui ont envie de travailler là-dessus. Il y a le problème des enseignants qui les motivent. Des enseignants qui les motivent. Et si on va jusqu'au bout, il y a le problème du fait que les seuls qui vont s'intéresser à ça, c'est pas un reproche, hein, mais c'est des militants parce que c'est des questions qui les traversent. Moi, je vois pas les étudiants, dans les étudiants que je peux avoir, je vois pas d'étudiants qui soient passionnés par la question du permanent dans la CGT avant 14.
c'est un débat assez qui touche pas grand monde, hein. Je vais être honnête. Ouais, enfin, quand on voit les travaux historiques qui sont faits, qui sont minimalistes Oui, oui, sur les fumeurs de pipe de je sais pas quel arrondissement, je veux dire oui, que mais c'est pas. Non, non, c'est pas non, plus problématique que les non, non, permanents à non, la mais CGT. non, non, c'est pas plus. Mais ça n'a. Enfin, j'ai pas l'impression que ça passionne les profs, quoi. Ouais, 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 bah oui. Après, c'est dommage. Moi, ça me passionne, mais je dois être enfin, je suis pas un des derniers, on est quelques-uns quand même, mais c'est pas la masse enfin, c'est pas les travaux universitaires à la mode, quoi. Il y a une question de mode aussi. Vous faites des histoires sociales, pas intéressant. Mais là, avec tous les mouvements sociaux qu'il y a pu y avoir et qu'il y a encore un peu partout, c'est pas quelque chose C'est pas quelque chose qui, pour l'instant, ça peut revenir, hein. Après, c'est cyclique, hein. On voit qu'il y a, si je prends un autre domaine, c'est ce qu'on appelle l'histoire des femmes, qui est devenue l'histoire du genre. Il y a eu les années 70, où il y a eu une floraison de recherche. Après, ça s'est effondré dans le début des années 80, et puis c'est revenu, ça revient aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qui peut être, qui est qui est épisodique. C'est des questions de mode. Après, ça va être des approches qui vont être différentes. Ça ne veut pas dire que ça ne revienne pas. Mais c'est. Mais moi, je dis par rapport à cette question, c'est aussi le lien que les syndicats font avec la recherche scientifique, etc. Oui, C'est-à-dire de oui. dire, nous, quand on dit on est prêt à faire une bourse et à s'engager à publication, par exemple, Mais, sur un travail, mais encore alors, faut-il que ce qu'on dit, ça soit perçu par quelqu'un. oui, c'est tout le problème. C'est après, pour l'instant, pour l'instant, il faut bien voir que c'est un peu le parent pauvre de l'histoire. Mais ça ne veut pas dire que ça le restera. Il ne faut pas être pessimiste non plus. Ça peut. Bon, nous, on Non, non, arrêterait non, sinon, hein, on si on était arrêterait, ouais. pessimiste. Mais c'est vrai que pour ce qu'on peut regarder, alors, il y a deux choses. Il y a un phénomène d'oubli générationnel, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de cette structure sédimentaire qui se repose, où on reprend. Et il y a une deuxième chose, c'est qu'en ce moment, si tu prends une histoire des partis politiques, l'histoire au sens large, l'histoire sociale au sens large, euh, il n'est pas tout ce qui est social enfin, tout cet aspect-là du social est abandonné en disant la réponse est oh, on connaît les grandes lignes donc c'est pas intéressant et puis ça intéresse peu. La question des revendications du quotidien intéresse peu. Donc la question syndicale en fait passionne pour l'instant passionne pas. Ça ne veut pas dire que ça ne revienne pas, hein. Mais les grandes. Et puis après, il y a l'autre problème, c'est qu'il y a un problème de rapport à la recherche qui a complètement changé. Aujourd'hui, on demande à un étudiant de faire une thèse en 3 ans. Euh, les grandes thèses, Perrault, Krégel, Trempé, elles mettaient 10 ans pour écrire leur 1000 pages, hein. Et c'était une thèse de 1000 pages. Si vous proposez aujourd'hui une thèse de 1000 pages sur 10 ans, on peut. Mais C'est une série, c'est à la mode. ouais, c'est On dit c'est 100 pages par an, c'est une série. d'accord, on essaye. Mais voilà, c'est un peu le problème. C'est qu'on n'est plus du tout dans la même logique de recherche, dans la même dimension de la recherche. Et il y a une espèce d'urgence qui est complètement débile pour la recherche. Parce que là, comme le bon vin, plus tu vieillis, plus tu t'enrichis parce que tu as plus lu, tu as plus consulté d'archives, etc., etc. Bon, après, ça ne veut pas dire que ce soit bon à chaque fois, hein. Comme le vin, il y a des piquettes, elles peuvent être mauvaises, ça restera des piquettes. Mais, euh, mais il y a ça, il y a cet aspect-là qui joue. Sur une question qu'on a, d'après ce que je comprends de la question, c'est qu'on sous-entendrait, que notre interlocuteur sous-entendrait que les organisations mettent à disposition des archives déjà sélectionnées ou déjà épurées ou Non, déjà. ça je pense pas, c'est possible. Mais alors, je travaille. Alors, dans les archives à Moscou, c'est pas le cas. Ils donnent. Après, il y a un contrôle qui est fait parce qu'ils sont des tampons super secrets qui datent de l'époque soviétique. Donc, il y a un certain nombre de trucs qui n'ont pas été déclassifiés, mais c'est autre chose. Pour ce qui est des organisations en France, c'est pas vrai. Ça, la CGT, moi, j'ai bossé aux archives de la CGT, ils ouvrent. Après, il y a des fois où sur des fonds privés, ils peuvent, mais c'est les fonds privés aux archives nationales, les ayants droit peuvent dire non, telle personne ne consultera pas ou telle personne peut consulter. Mais ça, c'est de la faute des ayants droit. Quand c'est un organisme public, ils ouvrent. Euh, j'ai pas d'écho de
c'est surtout une question d'urgence. Ouais, pour les thèses, c'est oui. Non, mais j'ai pas de déco de, de censure de documents, quoi. J'ai jamais entendu parler de ça. Et puis tout simplement parce que l'archiviste n'a pas le temps. Enfin, il faut imaginer que l'archiviste, il n'a pas envie de se faire 3 points de suspension à vérifier que ça. Parce qu'il y a plus, même au PCF, je veux dire, il n'y a plus de ligne. On peut leur dire l'argent de Moscou, ils disent oui, il y a eu l'argent de Moscou, et puis c'est même plus un secret, quoi. Donc ça posera pas de problème. Ils vont dire ouais, mais c'était pas important l'argent de Moscou. Là, ça peut être un vrai sujet de débat, mais c'est pas la, c'est même plus la question. Donc, en fait, il n'y a plus de ligne officielle, on peut dire à peu près ce qu'on veut, et c'est à mon avis, dont il n'y a pas de, enfin, je n'ai pas de connaissance. Voilà. Sauf peut-être un truc qui pourrait être la vie privée. Ça, s'il y a un ou deux documents qui touchent la vie privée, ça peut effectivement être légèrement censuré, mais sinon, non, pas à ma connaissance. Est-ce que tu aurais des choses à ajouter? Non, alors attends, il y avait une autre question. Les sociétés de secours mutuels, alors ils touchent aux sociétés de secours mutuels très indirectement. Enfin, c'est même pas ça, c'est le mutualisme où il y a effectivement il est question un peu du mutualisme, où il dit qu'il est mutualiste, mais on a très peu d'éléments qui ne développent pas cette question. Peut-être que j'ai pas vu un ou deux documents qui permettent, enfin, dans d'autres journaux, mais j'ai pas à ma connaissance, j'ai pas de réflexion dessus en plus. Et puis d'autres questions sur. Non, on a répondu à toutes les questions. Donc, ben voilà. J'ai une question de débutant. Pourquoi le syndicat militaire unifié du bâtiment dans les années 20 a éclaté? Quelles sont les raisons? Alors, en fait, le SUP, il n'y avait plus de syndicat du bâtiment unifié dès 1920. Il y a des corporations qui se créent. Alors, au départ, c'est juste des groupes de travail, et puis très vite, ça devient des syndicats. Donc, il n'y a plus, sauf en région parisienne où ils gardent le SUP, il n'y a plus. Donc, du coup, on a des corporations, des syndicats. Les seuls qui tentent de le recréer nationalement, c'est la CGTSR. Mais c'est aussi possible parce que les effectifs ne sont pas pléthoriques, donc il y a une unité qui peut se faire parce que tout le monde peut participer aux réunions. Après, s'est posé, à mon avis, pour la CGT, la question, quand il y a du nombre, comment on fait pour évoquer tout en même temps, à la fois les problèmes généraux, des revendications générales et les cas particuliers. C'est un problème qui se pose de manière récurrente. Et donc, du coup, pour Le Pen et quelques autres, ça a été ce que je disais au début, c'est il part d'une centrale où il y a déjà des syndicats, et il revient dans le bâtiment où il y a ces syndicats, et il ne va pas se battre pour recréer un syndicat du bâtiment. Et je ne suis même pas sûr qu'il ait eu vraiment envie de se battre, parce que vu la façon dont il monte en épingle les avantages du syndicat des monteurs électriciens, ça veut dire qu'ils considèrent que c'est peut-être un modèle de développement syndical. Après, c'est un exemple qu'il prend 2 fois en disant, voilà, nous on arrive à faire ça. Mais si on monte un peu plus loin, de toute façon, la Fédération du bâtiment, qui est la première fédération à se créer à la CGT en 1907, elle est d'abord une fédération de syndicats de métiers. C'est-à-dire que, en fait, je veux dire, les syndicalistes qui étaient porteurs du syndicat unique, je veux dire qu'ils avaient à lutter contre des traditions. Ils avaient décidé de fédérer tous les métiers parce qu'il y avait des oppositions, bien sûr. Il y a eu des grèves où les charpentiers ont refusé de faire grève, etc. Donc, de soutenir d'autres corporations du syndicat avec le corporatisme lié, issu du compagnonnage, était une question de conflit et donc qui allait contre les intérêts de classe. Mais la CGT avait quand même toujours fonctionné sur des syndicats de métiers.
Et que donc, quand il s'est agi de la scission, etc., je veux dire, l'emprise des syndicats de métier était quand même très, très importante. Et on continue à la vivre aujourd'hui, hein. Je veux dire que je ne veux pas revenir encore sur la CGT, mais j'y reviens quand même, sur la CGT de la ville de Paris. Je veux dire, où en dehors, les syndicats, enfin, l'organisation syndicale est organisée sur des syndicats de métier, hein, et ensuite, avec en plus des syndicats de cadres, de non-cadres, etc. Enfin, voilà. Mais je pense que c'est vrai que, comme le disait Sylvain, c'est la CGTSR qui a porté beaucoup la question du syndicat unique. On ne sait pas trop comment ça fonctionnait en fait, parce que bon, c'est entre les textes et puis la réalité. Mais c'est évident que c'est une organisation aujourd'hui. Alors, je veux dire, si on regarde les autres, le bâtiment dans les autres organisations syndicales, ils sont même plus dans des syndicats, la CGT est même plus dans des syndicats corporatistes. Elle est dans des syndicats de boîtes. Donc, de toute façon, je veux dire que, et quand les CSR rament comme des malades pour faire des syndicats uniques, je veux dire, ils ont un écho qui représente rien. Voilà, à part Toulouse ou à part un ou deux coins, je veux dire, des syndicats uniques, il n'y en a pas. Mais je veux dire, le syndicalisme aujourd'hui, il fonctionne sur une adhésion d'entreprise. Je veux dire, leurs unions locales ne fonctionnent pas, etc. Je veux dire, ce qui est la base du syndicalisme qui marche sur deux jambes, c'est-à-dire le syndicalisme d'industrie et le syndicalisme bourse du travail, enfin union locale, union départementale, etc. Le syndicalisme réformiste ne le fait pas vivre. Parce qu'il a intérêt, de toute façon, à ne pas avoir d'opposition par rapport à sa bureaucratie interne. Donc, qui se construisent en tout cas. Et donc, je veux dire qu'on peut, nous, faire le point de perte de mémoire dans les milieux militants syndicalistes révolutionnaires ou syndicalistes libertaires, mais la perte de mémoire sur le syndicalisme, elle est dans tout le syndicalisme. Je veux dire que aujourd'hui, je veux dire que c'est ce qui a fait les bases du syndicalisme et ce qui a fait sa force, pas obligatoirement numériquement, mais sa force d'impact. Hein, moi, je fais référence à la grande peur de la bourgeoisie en 1906, alors que en plus, la CGT n'était pas dans une phase révolutionnaire en 1906, c'était juste pour gagner les 8 heures. Mais je veux dire que cette force-là est plus présente. Et quand aujourd'hui, je veux dire, les seules manifestations, c'est de dire une fois toutes les 3 semaines, on fait une manifestation contre les retraites. Je veux dire, voilà, c'est le sens du syndicalisme a perdu ses bases. Alors pourquoi, la question de l'unité, moi je finirai là-dessus, pourquoi aller essayer de remettre des bases dans la CGT avec toutes les contraintes, toutes les oppositions qu'il y a? Je veux dire que faisons une unité à la base avec les gens prêts à le faire. Je veux dire, faisons une unité à la base avec la CGT, avec Solidaire, enfin Solidaire n'a pas de syndicat dans le bâtiment, mais je veux dire, voilà, avec les gens qui sont prêts à faire des choses, faisons des pratiques, voilà, prenons le temps, non pas de la discussion stérile pour dire venez ici, c'est meilleur. Je veux dire que, comme le disait Sylvain tout à l'heure, je veux dire que des camarades considèrent que le travail il est mieux fait à la CGT, enfin qu'il est plus important de le faire à la CGT, à Sud, ou etc. Bon. Et même discutons avec les camarades autonomes qui pensent que le syndicalisme c'est de la merde. Je veux dire, comme le disait Sylvain, je veux dire toutes les stratégies. Aujourd'hui, il n'y a aucune stratégie qui dit attendez les gars, moi je vais vous expliquer comment se fait la vie parce que on marque des points. Bon, personne marque de points. Donc voilà, respectons les différences, etc. Mais travaillons à la base et arrêtons de travailler sur des mythes en disant la CGT est l'organisation de la classe ouvrière. La CGT, elle a une histoire. Et aujourd'hui, la CGT, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente bien plus que la CNT, c'est clair. Bon, mais pour représenter quoi, en fait? Je veux dire, qui ne représente pas une alternative, elle représente pas, voilà, elle représente une force syndicale plus importante qui perd, comme tout le monde perd en ce moment. Voilà. Donc, oui, non, moi, en fait, l'idée avec Le Pen, c'était vraiment montrer un parcours, montrer un type de militantisme qu'on a oublié et de c'est pas de dresser des perspectives, c'était vraiment plutôt de remontrer que dans ce mouvement, il y avait même des histoires qui étaient oubliées. C'était dommage parce que ça montrait cette pluralité des pratiques. Et à mon avis, c'est vraiment important parce que c'est ce qui a fait sa richesse.
Et c'est vraiment là où il y a peut-être, si on doit chercher dans le passé la construction de l'avenir, la richesse, c'est peut-être, ben, on ne s'insulte pas entre soi, enfin, dans un même milieu, on laisse les gens, tant qu'on reste dans un cadre, euh, on laisse les gens développer leurs pratiques et pas systématiquement être dans le jugement et l'invective, on va dire. Moi, c'est plutôt un peu ça qui m'a le plus marqué. Et puis le côté, ouais, et puis il y a le côté aussi des discours assez, enfin, après, et des écrits qui sont assez, que moi j'ai trouvé assez amusant à remettre en lumière alors qu'ils avaient été complètement oubliés. Le truc sur la police, le fait qu'ils balancent des pavés, quelque chose d'assez qui était revendiqué, quoi. C'était l'article qu'il fait sur le 1er mai 1919 sur la violence, où là il se dit le pouvoir a failli vaciller, c'est quand même quelque chose qui est revendiqué, qui est assumé. Aujourd'hui, on voit mal un dirigeant syndicaliste en train de l'assumer complètement et à ce point-là. Donc, il y a cette dimension qui était aussi intéressante à mettre en avant. Et puis, l'autre point sur lequel je vais revenir dans un bouquin prochainement, c'est toute l'histoire de la Grange Jaubel. On voit vraiment le traumatisme. Parce que là, il y a un point qui a été touché, qui est quand même quelque chose qui a été infranchissable pour plusieurs générations. Le rejet du communisme, si on ne comprend pas la Grange Jaubel, enfin, si on ne voit pas ce qui se passait à la Grange Jaubel, on ne comprend pas à quel point ça a traumatisé. Parce qu'on le retrouve chez plein de militants. Hein. Lui, je l'avais, mais là, Libertalia ressort les mémoires de Mépicret, et il y aura la même chose. Hein. Ils ne peuvent plus les voir, même pas en noir et blanc. C'est vraiment, c'est du fer rouge. Tuer des copains, c'était une bagarre, ça peut arriver. C'est un énervement. Là, c'était plus, c'était autre chose. Surtout que le Parti communiste en revendique un des deux. Oui, en plus, ils en revendiquent. Enfin, oui. Oui, enfin là, ils le revendiquent faussement, mais bon. Non, ils n'ont jamais voulu publier les résultats de la commission d'enquête qu'elle existe. Donc mais c'est vraiment été quelque chose qui a marqué les esprits les militants vraiment au fer. Enfin, c'est pas du niveau du bagne, mais ils ont été marqués au fer rouge. Ok, écoutez, merci. C'est moi. Et puis donc, ça sera diffusé sur les réseaux. D'accord.